Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Et salut à toutes et tous, c'est Patrick de Carvalho sur le podcast Je ne perds jamais. Alors aujourd'hui je reçois un jeune entrepreneur qui a un nom de super-héros. Salut, c'est Charles Dana. Salut Charles, je suis ravi de te recevoir ici. Salut, moi aussi je suis très content d'être là. C'est l'occasion de discuter un peu de ce que je fais et de comment est-ce que ça peut apporter au monde entrepreneurial en général. Donc je suis très content. Yes. Et en plus, c'est quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de tokens pour ceux qui s'y connaissent. C'est le monde de l'IA. Voilà, encore une fois, quelque chose qui est absolument un tsunami depuis maintenant que ça a été ouvert ou en tout cas lancé auprès du grand public avec le fameux ChatGPT. C'était novembre 2022 déjà. Voilà. Alors là, on est, je vous préviens tout de suite, on va passer un moment vraiment assez extraordinaire parce que on a un parcours qui est un parcours d'excellence, mais pour autant atypique dans l'approche qu'ils ont de l'IA. Il va nous raconter tout ça, Charles. Charles, c'est quelqu'un qui a fait des études scientifiques. Hein, c'est un scientifique, c'est un matheux. C'était alors c'est marrant, je viens de voir que c'était une licence MIAS, je sais pas comment on dit, MIAS, mathématiques informatique. Et mon associé a fait MIAGE. Donc c'était maths statistiques et toi c'était mathématiques informatique. Alors, en fait, pour la petite histoire, moi, si on prend stricto sensu mon parcours, j'ai fait une école de commerce. Mais en fait, j'ai pas fait n'importe quelle école de commerce, j'ai fait HEC en sortie. HEC, ouais. Et j'ai eu 5,20 au concours de la BCE. Donc ça veut dire qu'en gros, à chaque épreuve de maths, j'avais 20. Donc j'arrive à HEC et je me dis, putain, il y a plus de maths. Est-ce que tu as vraiment envie de plus faire de maths? Et du coup, je fais la licence de maths à Tolbiac pendant la première année. Donc on récupère une licence au bout d'un an de cours. D'accord. Ce qui est assez cool, hein, parce que du coup, j'ai appris des trucs de base, genre de la théorie de la mesure, des trucs comme ça. Ça, c'est intéressant, ça remplit l'esprit. Mais en fait, je me rends compte que mon cœur de métier, il se trouve vraiment dans l'informatique. Et du coup, à la fin de cette année d'études, je pars faire l'école 42 à la piscine de juin 2019, où j'arrive complètement autodidacte. Wow. Avec une espèce d'armée de... T'avais jamais codé là, t'avais jamais touché, un petit peu quoi. Mais autodidacte dans le sens où je sors pas d'une école de code, je sais pas ce que c'est le C, je sais pas utiliser le bash, le terminal, donc il faut tout apprendre quoi. T'avais fait du Python un peu, tu connaissais un peu Python. En fait, il y a un super site que je conseille à tous les apprentis sorciers qui s'appelle Project Learn, et en fait sur Project Learn, on a des problèmes de maths que tu peux résoudre que si tu sais coder et que tu as compris ce que tu voulais coder. Ouais, d'accord. Et du coup, j'avais fait 2-3 petits modules sur Project Learn. Du coup, j'avais 2-3 notions en Python, mais c'est difficile la piscine de juin 2019. Ouais, c'est réputé pour c'est pas une partie de plaisir, hein, effectivement. Et ça a commencé vraiment à step up au niveau des personnes, parce qu'en fait, il faut imaginer quand on arrive là-bas, il y a peut-être 20% des gens que c'est pas la première fois qu'ils la font. Donc ils connaissent toutes les épreuves, ils ont déjà fait tous les sujets. D'accord, ça je savais pas, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ça c'est Ouais, il y a des gens qui ont été recalés et qui reviennent quoi. Ouais, en fait, l'école 42, elle est intéressante pour plein de raisons. Moi, je l'ai pas terminée. En fait, j'ai fait la piscine, qui était un vrai concours très intéressant. Ouais. Et après, j'ai fait 2 ans un peu pour aller voir des potes, faire des projets de code, etc. Mais les projets de cours m'intéressaient pas plus que ça. Et j'avais pas le temps avec HEC. Mais l'école 42, je recommande de faire la piscine à absolument tout le monde qui a une passion pour l'informatique et les mathématiques ou qui veut se la découvrir, parce que en fait, ça structure le cerveau et ça fait comprendre en profondeur de ce que c'est qu'un ordinateur.
Ouais, c'est hyper important. Oui, alors ce que c'est assez effectivement tu le soulignes, c'est assez paradoxal parce que tu vas faire HEC, tu vas faire HEC alors que t'es un pur matheux avec une zone de génie qui est vraiment attirée par l'informatique. Mais quand même, ce qui va se passer, c'est qu'a priori, hop, tu vas trouver une sorte d'échappatoire avec la relation, je sais pas comment on appelle ça, mais l'association avec Polytechnique, non? Il y a le HEC entrepreneur. Donc Bah, là, hop, tu vas faire un petit saut là-bas et tu vas même aller à Berkeley aux États-Unis. ouais, c'est ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est que donc je fais ma césure et je bosse en data analyst dans des boîtes un peu stylées du Sentier. Grosso modo, un truc vachement technique pour un HEC. Ouais, Je pose un dossier pour ex-HEC Entrepreneur et je suis sélectionné. Et à ce moment-là, en fait, j'ai des fragments de maths sur mon ordi que j'ai envie de valoriser dans un article, mais j'arrive pas à publier. d'accord. Et en fait, tout le parcours XHC Entrepreneur, ça va être valider le côté entrepreneurial, théorique avec les cours et les examens, etc. Mais ça prend pas beaucoup, beaucoup de temps. Mon cœur de métier, c'est travailler mon mémoire de fin d'études et j'ai envie que ce soit un article de recherche qui soit publié. Et en fait, grâce à Bruno Martineau, qui est superviseur du programme avec Polytechnique à l'époque, Ouais. je me retrouve à rentrer en communication avec un professeur de maths appliquée de l'école Polytechnique qui s'appelle Erwan Le Pennec, qui est un mec formidable Yes. qui accepte de relire un mémoire de maths de fin d'études d'un étudiant d'HEC. Je me suis dit, C'est pas banal, quoi. ah ouais, non. Et je me suis dit, quitte à faire un mémoire de fin d'études, autant lui donner un nom un peu stylé pour que ça reste dans les annales, quoi. Et je l'appelle un algorithme de maximisation universelle en temps racine de brute force. Parce qu'en fait, avec ce que j'ai compris sur un objet mathématique qu'on appelle NP complet, on est capable d'avoir, en fait, c'est un peu comme quand on est dans un labyrinthe en 2D Mhm. et qu'on veut en sortir, bah en fait le meilleur chemin c'est souvent celui qui se rapproche de la sortie. En fait, c'est comme si vous aviez une boussole qui indiquait la D'accord, sortie du labyrinthe. Bah c'est la même chose d'accord. avec des probas, avec tout ça. Et en gros, mon mémoire montre qu'on a un effet sur plein de trucs qui sont supposés incassables. Et après, derrière, c'est un peu technique. Tu me diras si Mm. tu as besoin qu'on rentre Mm. dans le détail, mais très concrètement, on peut avoir une approximation de la factorisation d'un polynôme, un D'accord. polynôme complexe. Et c'est Ok. très intéressant ça, parce que en fait, les polynômes complexes, ça va modéliser absolument tout et n'importe Mm. quoi. Mm. Et si on a une formule de résolution de tous les polynômes complexes, il y a plein de systèmes de cybersécurité qui tombent, etc. Et Ouais. donc Ça l'enjeu, peut avoir des impacts ouais, effectivement très mais très profonds. Ouais, ouais. fondamentalement, j'ai pas cassé les polynômes complexes. J'ai donné une approche pour commencer à Mm. réfléchir, à Ouais. avoir une Pour idée se des. rapprocher de Ah ouais, mais voilà c'est de. c'est toujours ça l'informatique, hein. Il y a personne qui Mm. arrive avec un gros sabre laser et qui détruit tout. Ouais. C'est toujours pouillème d'avancement, petite idée avec constat, etc. Et du coup, ouais, ce mémoire avait assez bien marché à l'époque sur LinkedIn. C'est un peu comme ça que je me fais connaître. D'accord. Et toi, en fait, les maths et le côté scientifique chez toi, c'est comment dire, c'est inné, c'est où t'as beaucoup bossé, c'est-à-dire t'es entre guillemets, t'es un génie sans rien faire, ou tu bosses, et c'est poussé par tes parents peut-être que t'as fait Non, ça. non. Comment t'es par rapport à ça? Alors, je commençais par répondre au côté parental. Ma famille ne fait pas de maths. C'est Ils pas sont des matheux. C'est Non, pas des- ça les fait chier, je peux pas en parler quand ils sont là, ils s'en foutent, etc. Enfin, hors propos, le côté familial. C'est pas du tout une vocation familiale. En gros, j'ai 17 ans et je suis en cours de maths. J'ai mon prof à l'époque qui s'appelait Monsieur Gilles, qui nous parle d'un problème de maths qui est pas résolu et qui est facile à comprendre. D'accord. Et je trouve ça fantastique. Et ça s'appelle la conjecture de Collatz. Et la conjecture Ouais, de je connais Collatz, pas. bah, c'est si j'ai un entier qui est impair, je fais x3 plus 1. Et s'il est pair, je le divise par 2. D'accord. 4 envoie sur 2, qui envoie sur 1, qui envoie sur Ouais, 4. Ça fait un cycle. ouais, c'est OK? ça, ça crée un cycle. Ouais, 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 t'as vrai. sauf que si jamais on prend n'importe quel entier et qu'on fait le calcul, à un moment, on va voir apparaître 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Et moi, en Ouais. fait, couillon que je suis à l'époque, je me dis, bah, je vais démontrer la conjecture de Collatz. Et pour la petite histoire, en prépa, je démontre une version probabiliste de convergence de la conjecture de Collatz, qui en fait me fait travailler énormément sur l'analyse booléen Mm. d'un entier naturel. Et après, derrière, je dérive sur les problèmes NP complets. À partir de la prépa, je me mets à faire des problèmes NP complets tout le temps, tout le temps. Mais les D'accord. maths, c'est une passion.
Ouais, ouais, Faut imaginer, moi, toutes mes copines, elles m'ont dit, putain, tu fais chier, Charles, quoi. Il est 23h, t'es dans le lit sur l'ordi en train de faire des maths, tu veux pas venir te poser un peu. ouais, Et en fait, cette passion, elle s'entretient. C'est de la curiosité, c'est de l'intérêt, c'est de l'expérimentation. Et en fait, l'informatique rend ça possible. C'est-à-dire que mm. hier, quand on avait une idée, je sais pas, quand on a inventé l'intégration ou la dérivation, par exemple, on avait des formules, Mm. mais l'aspect tangible de la chose était assez limité. Ouais, Aujourd'hui, quelqu'un qui veut arriver à démontrer quelque chose, il suffit de faire un petit programme qui calcule tout et qui c'est montre ça. les résultats. Et en fait, ça crée un sandbox d'expérimentation, l'informatique en général, qui permet à tous les curieux de commencer à trouver leur compte. Ouais, et puis en plus, là, ce que tu racontes et que les gens doivent comprendre, c'est que en fait, l'informatique apporte de la puissance de calcul, en fait, de la capacité de calcul. C'est-à-dire que il fut une époque où on était là, tableau blanc à la craie, à faire les formules, etc. Mais on manquait, on manquait de puissance de calcul. Alors que là, l'informatique, justement, et les fameux, on va en parler, mais les fameuses IA, les fameux data centers, etc. apportent ces puissances de calcul. Et alors la puissance de calcul absolue, bah, c'est le quantique, quoi. C'est quand on commence à aller vers le quantique, quoi. Ouais. Alors, on pourra revenir un peu là-dessus, mais moi, je mettrais un bémol sur le quantique. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un engouement de la Autour part du de la... quantique, ouais. Ouais, mais qui est intéressant, parce que fondamentalement, t'es familier avec le quantique, comment ça marche? Moi un tout petit peu, mais l'auditoire de Je ne perds jamais, moi, mais c'est pas grave, on peut raconter, on peut expliquer et C'est ça, vulgariser. ouais, avec des mots très très simples. Les ordinateurs, ce qu'on appelle des bits d'information, C'est ça, des zéros et des 1. et des 1. Et le quantique va introduire un paradigme qui est de dire, bah, cette information, c'est une superposition d'états. Ça peut être un 0 et ça peut être un 1 en même temps. Ce qui fait que, en fait, quand on a 10 000 calculs à la chaîne à faire en faisant varier les 0 et les 1, bah, en fait, on fait les 10 000 en même temps et on récupère C'est ça, l'observation finale. c'est ça. En informatique quantique, il y a un algorithme qui est classique et qui est hyper intéressant, qui s'appelle l'algorithme de Grover, je crois. Glover. Ouais, c'est possible, ouais, je vais Et, regarder. et, et en Ouais. gros, cet algo, ce qu'il dit, c'est que tout ce qui se fait en force brute se fait en temps racine du brute force. Ouais. Et moi, ce que j'ai dit dans mon mémoire de fin d'études, c'est que tout ce qui se fait en force brute se fait en temps racine du brute force. Mais j'utilise des probabilités et de l'aléatoire et pas de quantique. Ce qui veut dire que, en gros, euh, l'informatique quantique, c'est hyper intéressant quand on a un modèle d'algorithmique qui fonctionne bien et qui a un effet. C'est-à-dire, ça va arriver dans les prochaines années, ça va être énorme. Mm. Mais je ne mettrai pas au placard l'informatique déterministe basée sur des ordinateurs avec des très grosses puissances de calcul. C'est-à-dire qu'il y a tout un concept en quantique qu'on appelle la suprématie quantique, et c'est des classes de problèmes qui ne sont résolues que si on utilise un ordinateur quantique. C'est très intéressant, ça. Très, très Mm. intéressant. Ouais, Mais c'est effectivement à tort souvent. D'ailleurs, moi le premier, je crois que j'induis en erreur les gens parce que quand je parle de l'IA, je parle de quatre couches d'IA. Je parle de l'IA de type interface LLM, enfin large langage modèle. Je parle de l'IA hardware en expliquant que il y a quelques années de ça en arrière, on faisait pipi partout quand on parlait des objets connectés, mais les objets ils étaient pas intelligents, ils étaient juste connectés. C'était le IoT, le Internet of Things. Là, ce qui est super nouveau et intéressant, c'est que désormais, le hardware, il va être connecté, mais surtout équipé d'IA, donc c'est la deuxième couche du millefeuille. La troisième couche du millefeuille, pour moi, c'est la robotique, hein, c'est-à-dire que la robotique, jusqu'à présent, c'était des bras articulés qui étaient programmés, mais là aussi, il n'y avait pas d'IA, et donc on se retrouve maintenant avec de la robotique, avec de l'IA, et peut-être à tort, je parle de l'IA associée au quantique, en disant, si on associe de la puissance de calcul quantique avec de l'IA, ben personne ne sait ce que ça va donner. Mais en fait, il y a un certain nombre de personnes, dont d'ailleurs le patron de Meta, le Quin, qui lui dit, mais non, mais le quantique, c'est entre guillemets, ça n'a rien à voir avec de l'IA et c'est pas de l'IA et ça fera pas de l'IA quoi. Donc alors, je prends le point. Fondamentalement, l'IA moderne, en tout cas sur les problèmes de décision sur lesquels on est capable de travailler, c'est-à-dire tous les fichiers Excel avec une première colonne d'événements, c'est ni plus ni moins que des statistiques appliquées.
Hum, C'est-à-dire hum, que hum. quand on dit qu'une IA a pensé à quelque chose, elle n'a pas Ouais, pensé à quelque chose, elle a ouais, fait référence à un point de la base d'entraînement et elle a fait une analogie dessus. c'est ça. Et en fait, si jamais on veut beaucoup simplifier ce que fait une IA décisionnelle qui doit choisir entre le vrai et le faux, bah, fondamentalement, il y a plusieurs classes d'algorithmes, mais la plupart se contentent de faire s'affronter des points qui sont censés être vrais et des points qui sont censés être faux de la base d'entraînement et d'observer les résultats, ce qu'on va appeler des algorithmes probabilistes. Hum. Et en fait, nous, chez Algorithme, on fait un truc qui est un poil différent. On va donner une note qui est une note de similarité entre le point qu'on observe et le point de la base d'entraînement. Et on va pondérer cette note par rapport à si le point de la base d'entraînement est un événement vrai ou un événement faux. C'est un peu comme si D'accord. on avait une balance et qu'on Yep. mettait les individus vrais d'un côté, les individus faux à la fin. On mesure le poids de la balance et c'est comme D'accord. ça qu'on dit c'est un événement vrai ou c'est un événement Ouais, faux. d'accord. C'est comme Et, ça que vous et- et donnez la réponse. Ouais, ça, ok. c'est le cœur de métier. Sur un large language model, en fait, quand on parle à GPT, GPT ne va rien faire d'autre que d'essayer de restituer ce qu'on est censé attendre. Donc, Ouais, c'est-à-dire c'est que ça. C'est une probabilité du meilleur mot qui est censé arriver après celui qu'on a c'est inséré, complètement quoi. ça. C'est ça. C'est C'est la feature sur iPhone avec le clavier, avec les 3 sélections de mots qui s'autocomplètent. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on vient connecter cette compréhension de texte à différents outils qui, eux, fonctionnent et qui ont un purpose. C'est-à-dire, c'est pas que des informations génériques. Ça peut Mhm. être GPT, j'ai besoin d'une fonction qui affiche Hello World 5 fois dans la commande. Et ben là, il a un truc qui va comprendre ce que l'utilisateur veut et il va automatiquement générer du code. C'est arrivé avec Copilot en fait de GitHub assez rapidement et ça s'est présenté au Ouais. GPT assez par la suite. Hein, c'est une évolution naturelle. Mais ça c'est hyper intéressant. En gros, c'est l'idée de dire que si on sait ce qu'on a envie de voir, un ordinateur pourra le réaliser. Et il y a tout un enjeu autour de l'AGI derrière pour savoir si un jour on aura un ordinateur qui sera tout puissant et qui Ouais, fera tout ouais. au mieux qu'un La humain. fameuse intelligence artificielle générale, Ouais. l'AIG. Alors, Charles, on a fait un petit saut spatio-temporel parce que effectivement, on a déjà parlé de algorithme AI qui est ta boîte, ta société, mais je voudrais avant qu'on revienne là-dessus, je voudrais qu'on parte juste avant parce que je voudrais comprendre ton cheminement par rapport à tes études et le fait que tu te lances dans l'entrepreneuriat parce que tu vois, c'est pas nécessairement évident. Est-ce que chez HEC, on est très orienté entrepreneuriat ou plutôt on vous propulse vers des postes de type dans des grands comptes Alors, HEC en général, c'est quand même le passage pour rentrer dans des grosses boîtes du CAC ou des Big Four ou des choses comme ça. Donc, on a un parcours académique qui est très structuré. Ouais. C'est-à-dire que s'il faut faire des rendus propres, s'il faut faire tout ça, c'est très structuré, c'est très structurant. Il y a tous les Mm. réseaux pour et derrière, on peut intégrer toute. En N'importe gros, ouais. si tu rentres à HEC et que tu as une entreprise de tes rêves et que tu te butes pendant 3 ans, tu l'as. C'est le principe. Ouais. Maintenant, quand on fait XHEC entrepreneur, déjà, on est un peu plus entouré par des doueurs. Et ouais. C'est Mm. des gens qui, en fait, ont accepté le fait qu'ils avaient le confort de la meilleure école de commerce de France et qui se sont dit, bah, je vais quand même prendre la voie difficile, je vais essayer de faire de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai un parcours un poil différent de mes camarades de X-Entrepreneurs parce qu'en fait, la plupart de mes camarades de X-Entrepreneurs qui ont monté des jolies boîtes en sortie d'études, ils ont commencé pendant X-Entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils se sont structurés, ils ont D'accord. structuré leur Mm. entreprise pendant le parcours scolaire. Ce qui est très intéressant et ce qui leur a donné un avantage de taille. Par C'est exemple, très malin ça. Ouais, ouais, c'est il y a très une malin. super boîte de potes d'HEC qui s'appelle IDA qui fait de la prédiction de stock de produits frais dans des magasins comme Super U. D'accord. Eux, en fait, à la fin de l'année, ils avaient déjà levé deux Ouais. patates et ils étaient prêts à attaquer un marché. Il fallait juste qu'ils finalisent leurs produits. Maintenant qu'ils l'ont fini, c'est génial. Mais le cœur de métier, en fait, de X-Entrepreneur, c'est de donner la possibilité à faire un sandboxing d'entrepreneuriat et les meilleures Mm. boîtes vont rester à la fin des études. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je me suis tellement concentré sur les maths et l'info Ouais. que mon seul objectif, c'était mon mémoire de fin d'études. J'étais en Ouais. finance crypto dans une boîte qui s'appelle Aplo. Je faisais des D'accord. opérations et de la recherche. Ok. Et en gros, bah, un moment, je me dis, c'est chiant, je suis en train de leur donner toute ma propriété intellectuelle pour Ouais. pas être valorisé en full time sur de la recherche. Moi, ce que j'aime, c'est avoir des idées en maths et les appliquer. Mm. Je sais faire des opérations et de la data analyse, mais c'est pas mon cœur de métier. Et du coup, je me dis, en décembre 2023, bah, quitte ce stage qui pouvait déboucher sur un poste de chief of staff assez bien D'accord. payé avec de D'accord. l'equity.
quitte ce stage et lance-toi dans l'entrepreneuriat. Et au début, freelance. Algorithme, ça Ok. commence, Charles en freelance en décembre 2023. Ok. Euh, Ce qui est, et tu vois, ce qui est, le simple fait que tu dises ça, tu vois, je dis, waouh, le gars, il est d'un côté, il est HEC, X HEC, et le gars, paf, il est freelance. Tu vois, c'est une espèce de grand écart. c'était pas marrant. Hein. Au début, c'était pas marrant. Parce Ouais, que, en fait, quand je me lance en freelance, fondamentalement, j'ai pas de clients, j'ai une tech, personne sait comment elle marche, bah, c'est ça. et je suis tout seul. Et qu'est-ce que tu proposes, en fait, d'ailleurs, en tant que freelance? C'est quoi ton offre? Ça, à la limite, je savais déjà à l'époque. En gros, c'est à peu près la prestation de service qu'on va faire aujourd'hui avec une technologie qui a grandement été améliorée. Le principe, c'est de faire de l'IA prédictive. Mon premier client en tant que solopreneur, ça a été une boîte qui s'appelle Tous Facteurs, qui avait en gros 2 fois 10 000 livraisons en historique, Ouais, avec d'accord. adresse, heure de livraison, jour de livraison, D'accord. etc. Et le produit que j'ai réussi à sortir solo, avait isolé 17,5% des échecs de livraison. Donc en gros, D'accord. potentiellement, tu Wow. utilises Une analyse, d'accord, une analyse voilà, d'une database où il y ouais, avait un un échec de registre livraison. d'événements et toi, tu as sorti des extracts, d'accord, des C'est insights, ça, d'accord. c'est ça. En Wow. gros, le principe, c'est comment est-ce que je fais pour savoir avant d'aller faire une livraison si je dois la faire ou pas. Et après, Ouais, derrière, bon, il y a des problématiques opérationnelles qui sont évidentes que j'avais pas vues à l'époque, type le rerouting et machin comme ça. Donc, comment est-ce que tu fais pour optimiser les chaînes de déplacement pour que ça, ouais, en gros, que le client soit content et qu'il puisse faire de l'argent avec. Donc, c'est resté un truc très théorique, c'est un contrat POC. Mais en fait, je commence en freelance, j'avais cette opportunité-là, et comme je suis quand même un HEC qui est pas mauvais, j'avais deux trois VC qui gravitaient autour du concept et qui ont essayé de me raccrocher à des projets à gauche à droite, et moi j'étais pas intéressé. Et d'accord. du coup, je suis en février et je mets un deck sur LinkedIn où je dis, bah voilà, il y a un objet mathématique qui s'appelle SAT, c'est tout con, c'est des questions qu'on pose à un jeu de données et ça s'articule sur des conditions cumulatives permissives, c'est-à-dire des et de ou. Il faut être comme ça ou comme ça ou comme ça et comme ça ou comme ça ou comme ça ou comme ça. C'est un D'accord. problème simple. C'est des états l'un Non, ou l'autre. en fait, ça revient à dire combien de questions j'ai besoin de poser à un individu pour pouvoir le discriminer vis-à-vis du reste de la population. D'accord. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on produit des minimums locales. C'est-à-dire, c'est un minimum local de questions qui suffisent à Ok. qualifier l'information. Donc, je mets ce deck SAT plus machine learning sur LinkedIn. Je parle du Titanic Kaggle dataset parce que j'ai des résultats prometteurs. Je parle de minage de crypto-monnaies amélioré parce que j'ai des résultats qui sont intéressants aussi sur un effet sur la proof of work. Ça buzz bien, ça marche bien comme truc, ça parle à beaucoup de gens, ouvrir la boîte noire, etc. Et je suis contacté par un commandant de l'armée de terre, un ancien commandant de l'armée de terre qui s'appelle Thomas Valentin, D'accord. qui va en fait me proposer de lancer le projet parce que lui, il a le nom de domaine algorithme.ai. D'accord. Waouh. Et du coup, je lance le projet avec Thomas Valentin et un mec qui a fait le NSU Le Maths et aussi l'armée de terre qui s'appelle Paul Bourreau, qui est plus jeune que moi, qui a 22 ans. Et en fait, je me pose en recherche, complètement en recherche là-dessus. Donc CSO avec un apport en propriété intellectuelle qui est valorisé 18 000 balles à l'époque pour 45% de la boîte. D'accord. Et donc on monte ce venture algorithme comme ça avec l'armée de terre et c'est rigolo. Hein? C'est Et rigolo, en ça, fait hein? on fait de l'exploration de marché. Moi je fais de la recherche tout le temps. Je bosse à fond sur les cryptos. Je me retrouve à discuter avec Marathon Holdings, etc. Enfin il y a eu des calls un peu légendaires. Et en fait, on est en fin juin 2024 et eux ne voient plus le potentiel du projet. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que je me rends compte d'un truc, c'est que c'est moi qui ai la vision du projet. C'est moi qui sais où on va, Ouais. c'est moi qui comprends la techno. Et du coup, je peux pas me poser juste en recherche et laisser quelqu'un s'occuper du CEO, par exemple. J'ai besoin de devenir CEO. Et ils me font en gros une espèce de pression où ils me disent, bah, tu nous rachètes au prix d'achat à 17 000 euros euh, en une semaine, ou alors tu perds ta propriété intellectuelle et on bloque les assets de la boîte, t'as plus le droit d'utiliser ta techno. Waouh. Donc je Donc là, m'endette. tu dois trouver 17 kilos, Ouais, quoi. tu trouves 17 briques. Bah, très concrètement, j'ai pas 17 briques, hein, à ce moment-là, j'ai plus genre 2000 € sur mon compte. Même pas. Du coup, j'emprunte à mon père, sur mon héritage. Merci, Et papa. ouais, ouais, enfin, merci papa, il fait la gueule papa. Hein. Quand je lui dis j'ai besoin de 17 000 balles pour acheter l'armée de terre, là il fait c'est pas marrant. Hein. Mais du coup ouais, donc je rachète l'armée de terre et je me retrouve bah, solo founder à Station F. J'ai perdu mes associés D'accord. Waouh. mais par contre j'ai tous mes assets technologiques. Voilà. Par contre, C'est-à-dire ça y qu'en est, gros, d'un t'as point de vue remis la humain, main sur. l'entreprise Ouais, elle est d'accord. morte et d'un Hmm. point de vue techno, elle a jamais été aussi bien.
Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, je suis solo founder jusqu'à fin septembre à Station F. Et ça, c'est vraiment dur parce que tu vas au boulot, t'es tout seul, t'es en landing Ouais, zone, ouais, t'as pas encore de recognition, ouais. etc. Mais je m'accroche parce que j'ai ce client de logistique qui va arriver en octobre. Et je reconnecte avec un pote d'enfance qui s'appelle Paul Mauvais-Jarvis, qui est mon associé. Et on se prend une bouteille de vin au Blainville qui s'appelle Sortir de l'enfer. Et on va se faire une soirée techno. Après, on se tape une énorme barre. Et en fait, on se rend compte qu'on adorerait bosser ensemble tous les deux. Et lui, D'accord. à ce moment-là, il est Il en y a fit, quoi. Il y a fit ouais. entre vous deux, ouais. Et il se dit, lui, il est en marketing international chez L'Oréal, il commence à en avoir marre, et il me dit, D'accord. bah écoute, je peux t'aider à faire des slides, etc. Et moi, je sais que c'est un mec, son boulot, c'est de prendre des idées très complexes et de les simplifier et de les mettre dans un format marketing qui est incroyable. Il fait un travail qui est phénoménal. Et en fait, au 1er janvier 2025, on est associés ensemble. Et il est full-time sur le projet, il a quitté L'Oréal c'est le début de Algorithme tel qu'on connaît l'entreprise D'accord. d'aujourd'hui. Mais D'accord. avant, il y a un petit passé comme ça où ça... Ouais. En fait, c'est pas un échec, c'est un échec humain. Non, C'est-à-dire que... en fait, c'est Charles. Moi, je te dirais jamais, de toute façon, que c'est des échecs. En fait, c'est des apprentissages. Ouais, C'est soit je gagne, soit j'apprends. Hein. Je ne perds jamais. Hein. Donc, c'est pas du tout des échecs. Et mais par contre, c'est très intéressant de voir effectivement les péripéties et ce qui se passe. Ça te donne beaucoup de d'expérience, mine de rien, dans un temps très court, dans un temps très rapide. Hein, moi, je dis souvent, il faut échouer beaucoup, mais vite, en fait. Tu vois, ouais, faut pas échouer pendant longtemps. Le truc qui s'étire et tu t'obstines, etc. Ça, c'est la cata. Mais si t'échoues vite et que tu recommences autre chose, ah bah ça, c'est bien. ouais, complètement. Et puis c'est un peu... Moi, ce que je trouve intéressant, euh, c'est- si on veut avoir raison sur un sujet où il y a tout le monde qui bosse et qui pense que c'est comme ça et qu'on pense que c'est différent, faut être prêt à se heurter à l'adversité et Bien sûr. une forme de critique de ce qu'on fait. En fait, ça, c'est impossible de vouloir changer des choses si on n'est pas prêt à se prendre quelqu'un qui dit moi j'y crois pas, c'est nul. Bien sûr. Et puis en plus, Charles, tu es ce qu'on appelle sur des chemins de traverse, parce qu'on te dit ouais, mais tous les autres font pas ça. Pourquoi ils font pas ça? Il y a que toi qui veux aller dans cette orientation-là. Donc t'es sûr de toi, t'es sûr de ton truc. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le côté ça, il y a aussi le côté où tout le monde suit la masse des moutons, quoi. Et en même temps. Euh, Le cœur de métier aujourd'hui, c'est pas de dire on est meilleur que toute l'IA, parce que ce serait une insulte à l'édifice informatique. L'IA, c'est trop complexe, il y a trop de modèles. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours un top performer. L'idée, c'est plus de dire qu'on a une approche qui est statistique et qui est explicable. Et du coup, comme on a une approche qui est statistique et qui est explicable, euh, nous, par exemple, quand on dit 100%, c'est un 1. Quand on dit 0%, c'est un 0. Juste, ça arrive pas souvent. Quand on Mm. s'exprime fortement sur un point de données, on a une valeur de vérité qui est plus forte que la moyenne. D'accord. Ouais. Parce qu'en fait, on a une approche qui est statistique. Et à l'époque, je savais pas trop ça. Moi, ce que je savais, c'est que j'avais des connaissances sur un objet mathématique qui était un peu obscur pour la plupart des gens. Et je voyais le potentiel parce que je faisais des expériences sur mon ordi. Mais Mm. ce que ça m'a appris, par exemple, de rejoindre The Quest depuis avril, bah, c'est l'importance de la communication des idées pour améliorer bah, la compréhension par les pairs, en fait. Parce que Ouais. on peut avoir la meilleure idée du monde, si on ne sait pas la valoriser, ça sert à rien. Ouais, tout à fait. Alors justement, tu viens de tendre une passerelle, super, tu fais les transitions, c'est génial, merci Charles. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que donc janvier 2025, t'étais donc à Station F Ouais. donc Voilà. là, t'es dans un incubateur, c'est ça, un programme Ouais, d'incubation, parce qu'il y en a on a, il y en a plusieurs. Je crois qu'il y a 25 programmes d'incubation différents ouais, à c'est Station F. énorme, Station F. Ouais, c'est Mais ça. en gros, on est au Huawei Winter Batch. On a D'accord, été sélectionné par Huawei pour être une startup pionnière en gros, c'est un programme qui est orienté objectif enfin ODD, objectif de développement durable. d'accord, Et nous, en fait, on avait un projet qui était d'alléger la charge pour faire du minage de crypto-monnaies. d'accord. Ce qui est très ambitieux et franchement pas possible avec les CPU de Huawei, parce que même si c'est Ouais, beaucoup, j'allais te demander, ils vous ont équipé en matos? T'as, bah, t'as du, t'as du, potentiellement, t'as, je dis, t'as de la attends, tablette, des ordinateurs et des téléphones Huawei? non, non, on est logé chez les Américains, on est logé chez Apple avec Fleet, mais euh, Huawei se propose de nous mettre des ressources CPU dans le cloud qui sont conséquentes. Nous, on a fait des tests.
La réalité, c'est que c'est pas fait pour. C'est pas d'accord. Pour faire du minage aujourd'hui, il faut utiliser des machines qu'on appelle des ASICs, qui sont offusquées, donc c'est-à-dire elles ont un ordinateur, enfin un programme informatique qui est très complexe et qui ressemble à rien. C'est pas un Windows ou un Mac, Ouais, et tu peux pas faire n'importe quoi dessus. En fait, la plupart du temps, c'est juste des machines qui prennent de l'électricité que tu branches à Internet et tu récupères des sous en crypto. ouais, ouais. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a une possibilité de faire de l'IA et du machine learning sur les cryptos, mais que c'est un business model qui est tellement hasardeux Mmh. qu'on préfère se concentrer sur l'IA en général. Et D'accord. l'IA qui peut apporter de la valeur dans plein de Mmh. sujets. Mmh. Aujourd'hui, quand tu tapes Titanic Kaggle Dataset sur Google et que tu vas sur le premier lien et que tu tapes leaderboard et que tu tapes Charles Dana, tu vois que je suis le 553e ou deuxième modèle d'auto-IA. D'accord. C'est-à-dire que en gros, si jamais aujourd'hui il y a un jeu de données qui fait 1000-1500 lignes, qui cherche à discriminer une population vraie d'une population fausse en fonction de paramètres genre, je sais pas moi, des paramètres textuels et des paramètres numériques, donc ça peut être des informations sur les individus, etc. Nous, on performe très 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 bien sur ce Sur ce segment-là. type de d'accord. Ouais. OK. Et en fait, le cœur de métier aujourd'hui, c'est de se baser à la fois sur une métrique qui va être forte pour arbitrer les cas limites. Mmh. La plus connue dans le jargon, ça s'appelle le gradient boosting. C'est quand tu reconstitues un pourcentage comme si c'était une valeur, un Mmh. c'était un demi plus un quart plus un huitième, etc. Bah là, tu fais la même chose, tu reconstitues ton pourcentage et tu Mmh. récupères le pourcentage de confiance. Ça s'appelle gradient boosting. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un gradient boosting pour les cas limites, mais pour les cas extrêmes d'algorithme, on asserte la valeur. C'est-à-dire, si l'algorithme dit qu'il y a moins de 20% de vrai dans sur le point de données, sur le sous-échantillon, on dit que c'est un événement faux. Et s'il y a plus de 90% de vrai, on dit que c'est un événement vrai. Et en fait, en faisant ça, on dit qu'il y a une baseline de marché qu'on vient améliorer avec des résultats statistiques. Donc en fait, D'accord. c'est ni plus ni moins qu'un processus itératif où quand on discute avec des clients qui ont des stacks techniques en place, on leur dit pas vous allez tout jeter et vous allez prendre un algorithme. On leur dit faites tourner un algorithme, Mmh. regardez les cas qui sont extrêmement probables et les cas qui sont extrêmement peu probables et regardez si vous pouvez améliorer vos performances tout simplement. Et de D'accord. manière générale, on peut observer une amélioration du ROC si on fait les choses correctement. Et donc notre cœur de métier, c'est de venir s'appuyer sur l'édifice de l'IA et de rajouter de l'information en fait. D'accord. Là, quand toi, quand tu as ton Paul il t'a rejoint, il quitte L'Oréal et il te rejoint, etc. Je voudrais que tu nous racontes un peu la vraie vie, c'est-à-dire entre guillemets dans les coulisses. Vous vivez de quoi qu'est-ce qui se passe? Parce que là, tous les mois qui passent avant que tu rencontres The Quest, et d'ailleurs, ça m'intéresse que tu me racontes aussi la rencontre avec The Quest. Mais comment dans la vraie vie, comment tu fais là? Tu vis de quoi? Tu fais des prestations toujours avec des entreprises de janvier à avril, tout ça, et à maintenant d'ailleurs. C'est un C'est très bon comment point. la mécanique de fonctionnement? En fait, quand Paul me rejoint, on a un actif qui est l'application Snake qui a des super résultats, notamment sur le Titanic. Et d'ailleurs, D'accord, on me rejoint pour ça, parce qu'on est 500, top 500 AutoML. d'accord, Mais c'est très dur de trouver un client qui est prêt à nous partager ses données. On avait déjà un historique de clients, mais voilà. d'accord. Et en fait, en février, on commence à contractualiser avec, bah, c'est un peu confidentiel, mais Ouais, en gros, t'es pas obligé de citer les noms on des bosse avec marques et des une entreprises. université Ouais. américaine Hmm. pour travailler sur le diabète. Et on a des super résultats aujourd'hui, mais je peux pas en parler beaucoup D'accord, plus. Mais d'accord. c'est un contrat qui est pricé assez bien, mais je peux pas non plus trop Mais en en tout parler. cas, tu trouves des débouchés, et donc c'est pas tu vis d'amour et d'eau fraîche à Station F, je sais pas comment. Alors, T'es concrètement. on vit jamais d'amour et d'eau fraîche. Il y a toujours du cash qui doit sortir. Ouais, La logique quand on lance une boîte, c'est d'accepter d'être à perte pendant 6 mois, un an. Et c'est ça. Hmm. après, derrière, il y a un jeu au niveau de l'equity, il y a un jeu au niveau de plein de choses. Euh, c'est pas, en fait, le cœur de l'association avec Paul, c'est moi qui lui dis, écoute, ça fait un an que je travaille, là, j'ai un super truc, mais j'arrive pas à Ouais, le vendre. ouais. Est-ce que tu veux pas m'aider à vulgariser et à venir apporter un petit côté un peu sexy, marketing international, comme tu sais bien faire? Ouais, parce que lui, il est en plein là-dedans, quoi. Et lui, il Ah, sait il est faire trop ça, quoi. fort. Il est trop fort. C'est un mec, des fois je dis des trucs, les gens comprennent peut-être 5%, lui il va comprendre 55%, 70% de ce que j'ai dit, et il va le sublimer. Et Donc en surtout, fait, ouais, il sait le restituer. ah ouais,
C'est vraiment ça. Le cœur de notre association, c'est vraiment ça. Donc après, derrière, quand il me rejoint au 1er janvier, on est déjà en train de bosser quasiment full time depuis fin décembre, fin octobre. D'accord. Wow. Donc voilà. Ok. Le sujet, c'est que, en fait, pourquoi on lève des fonds quand on est une startup? Tout simplement parce que l'argent est un réactif limitant d'opportunités. Et ça sert à rien de vouloir lever 2 millions si c'est pour donner 80% de la boîte Ah derrière. ouais. Ouais, Il y a beaucoup de gens qui font ça, hein. ouais, Parce que sur le moment, c'est cool, t'as 2 millions, mais si après t'as besoin de sous, bah t'as plus de ouais. ta boîte. Et un seul tour, ça suffira pas. Ouais. Et du coup, nous, on a préféré faire un truc de précide assez simple. Bon, ça coûte cher, The Quest, hein. Au final, ils s'en sortent à 16-6% d'equity. Mais on a préféré faire un tour de précide assez simple. Parce qu'en fait, fondamentalement, 100 000 euros aujourd'hui, quand on est agile et qu'on est dans l'automatisation, c'est largement suffisant pour tenir 6 mois, un an, et dans de très bonnes conditions. Donc maintenant qu'on a sécurisé notre tour de financement, le vif d'amour et d'eau fraîche, c'est plus le cas. Je vis de mon activité professionnelle. D'accord. Pendant longtemps, j'étais à perte. Et il faut Ouais. accepter, en fait, que chaque mois, c'est un struggle. Faut payer le loyer, faut payer Et la avec bouffe. ta famille un peu en panique en disant Charles, Non, Charles, la qu'est-ce que tu famille est pas en fais panique parce que la famille est pas en panique parce qu'ils me connaissent, ils savent que quand je me mets à fond dans un truc, ça marche plutôt bien. Et puis j'ai quand même fait des choses à ce moment-là qui légitiment mon parcours. Mais par contre, je pense que en gros, soit il faut avoir la possibilité de compter sur un peu de cash soutien familial, soit Mhm. il faut avoir travaillé dans un monde plus traditionnel et avoir 10-15 cas de côté pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que sinon, autrement, en fait, c'est un non-sens. Faut au Ouais, moins c'est avoir une clair. couverture chômage ou des choses comme ça. Ouais. C'est essentiel. Toi qui connais bien le secteur de la crypto, toi-même, tu as une éducation financière, tu investis un peu, tout ça, Alors, parce je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui, entre guillemets, se jettent dans la bataille de l'entrepreneuriat, jeunes, et puis, bah, sont jeunes par essence, et donc, bah, en fait, sont pas très assertifs sur bah, leur propre patrimoine, les revenus, tu vois. Et parfois, il y a des gens, ils lèvent des fonds et même lors de l'exit, en fait, ils se retrouvent à poil. Ils ont rien quoi. Ils ont rien. Ils ont pas cotisé. Ils ont pas. Évidemment, ils ont pas de couverture ou d'assurance chômage. Ça paraît évident. Mais tu te retrouves avec des entrepreneurs qui sont tondus à sec parce qu'ils n'avaient pas cette notion de dire que il faut se rémunérer quoi. Il faut se rémunérer. Il faut trouver enfin, il faut avoir une thèse de patrimoine ou d'investissement quoi, ok, minimum. je prends le point. Je dirais que faire de la CGP quand on a 15 000 euros et que ça doit nous tourner sur 6 mois, c'est pas très intéressant. Parce qu'en fait, j'ai besoin de cet argent. Ça peut pas être un actif gelé quelque Mm, part sur un mm, livret quelconque. J'ai une éducation financière parce que j'ai des potes qui sont à fond là-dedans, que j'ai fait de la finance crypto, donc je pourrais investir en crypto, etc. Il mm. n'y a pas de recette magique, hein. C'est pas possible de fabriquer un salaire avec du Bah, patrimoine qu'on a à 26 ans. c'est Donc en clair. fait, le sujet, c'est plus maintenant que je suis lancé dans l'aventure. L'idée, c'est d'avoir un petit package de côté sur un livret A pour se protéger et d'essayer de consommer en toute humilité, pas trop, en fait. L'éducation financière, elle est surtout importante sur les modes de consommation. Mm, Quand je ouais, commence à me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai un cash burn qui est colossal tous les mois et c'est pas mon argent, ouais, c'est ouais, mon héritage et ça fond. Et à un moment, ouais, je me retrouve à manger du pain avec du camembert et c'est bien fait pour ma gueule parce que j'ai pas ouais, fait attention à mon argent. ouais, ouais. Et en fait, il faut avoir un niveau de vie où on est à l'équilibre entre les rentrées d'argent et les sorties. Mais il y a quand même cet adage du cash in, cash out. C'est pas possible de créer de l'argent, faire de l'argent avec une entreprise s'il n'y a pas un moment où on met de l'argent dans l'entreprise à un minimum. Yes. Donc voilà. Je dirais que maintenant que j'ai pris un petit peu de hauteur par rapport à ma situation financière, là ouais, je vais commencer à faire attention. Si j'ai trop de sous gelés sur un compte en banque qui servent à rien, peut-être que je ferai du placement et voir de l'IMO si jamais le venture marche bien. Par contre, il y a quand même un truc qui est vachement agréable. Quand on est salarié, généralement on touche un net à la fin du mois après le Mm, prélèvement à la source. mm, Euh, et du coup, ça entretient une temporalité de l'argent qui est mensualisée. mm. Ouais. Ce qui vient à dire qu'en gros, on commence le début du mois, on est content, on fait plein de trucs, puis à la fin du mois, on se serre les poches parce que voilà. On mange des tartines L'entrepreneuriat. avec du camembert, hein, comme tu dis. Ah ouais, bah ouais, c'est sûr.
Et l'entrepreneuriat, ce qui est intéressant quand ça marche bien, moi je touche du bois pour que ça continue, hein, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que ça casse cette temporalité de l'argent. Parce qu'en fait, c'est plus tous les mois j'ai un salaire, c'est de temps en temps j'ai un gros cash flow et après je Hum, dois vivre hum, dessus. hum. Et ça vraiment, c'est libérateur. C'est-à-dire que, en gros, ça fait qu'on n'est plus sur des registres de je peux consommer, je ne peux pas consommer. Donc il y a plus de Oui. frustration. Hum. Par contre, il y a une éducation financière sur ce que je vais acheter. D'ailleurs là, je suis en terrasse, je suis avec ma copine, je suis bien, on se prend des petits verres, c'est cool et voilà. Est-ce que je vais aller en boîte et lâcher 500 balles parce que c'est le début du mois? Bah non, je le fais pas. Et du coup, c'est vraiment trouver cet équilibre entre les entrées et les sorties d'argent, avoir de la visibilité, puis s'assurer pour Bien bien sûr. gérer son patrimoine. Et l'éducation financière, de toute façon, même quand on l'a pas, elle vient toute seule, parce que la Ouais. réalité du monde s'offre à nous. Par la force des choses, ouais, c'est Ah ça. oui, Tu te. Ouais. bah oui, Ouais. on est obligé d'être Bien intelligent sûr. sur l'argent quand on est en galère. Donc voilà. Moi, ça m'a apporté beaucoup de liberté l'entrepreneuriat, mais il y a quand même 6 8 mois où c'est vraiment la merde, quoi. Là, aujourd'hui, t'es autonome, c'est-à-dire Ouais, à peu t'es près. plus chez tes parents, tout ça. Je suis T'es. rentré dans le. Ah oui, non, j'habite pas chez mes parents. Je suis rentré dans ce qu'on va appeler la profit zone par rapport à ce venture. Je suis dans le positif. C'est-à-dire, si je fais le bilan de ce que m'a coûté et ce que m'a apporté l'algorithme depuis le début, je suis dans le positif. Mais ça sert à rien de faire trop le malin par rapport à ça, parce que enfin, en Hum, fait, hum. euh, il y a un truc en Déjà, entrepreneuriat. ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ouais, Ça va quand ça vient, mais ça va, ça vient. C'est. ah, bah ouais, Ouh. ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis il y a transformé un zéro en un, et puis je pourrais être content parce que j'ai fait, je sais pas, plus 10K sur un investissement de 40 000, voilà. Il y a transformé un 1 en 100. Et en fait, quand on crée de la valeur avec une entreprise au niveau de l'entrepreneuriat, le sujet, c'est d'offrir à ses investisseurs un levier d'investissement de x10, C'est x20. ça. Sur le deuxième tour qui serait massif, et ça on l'a pas encore fait, donc je peux pas faire Ouais. le malin. Ça, c'est C'est la en fait, prochaine marche. Ouais. ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est toute notre obsession aujourd'hui, en fait. On a fait un truc, parce qu'on est dans une rhétorique avec les clients qui est un peu relou. On leur dit, envoyez-nous vos jeux de données, on vous fait un audit dessus et on vous envoie les performances. Ça intéresse beaucoup de gens. Mais en fait, notre métrique, elle compite avec des trucs qui sont sur Internet disponibles à n'importe qui. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé l'application sur une plateforme de cloud qui s'appelle Snowflake. Ouais, je Et connais. on Hum. va pas tarder à être en native app dessus, ce qui va faire que en fait des gens pourront modéliser avec algorithme dans un modèle de pricing qui aura été défini, sans avoir besoin de passer par nous. Et s'ils ont besoin de l'audit et de l'explication de leurs résultats, là ils pourront passer par nous. Mais D'accord. potentiellement on crée énormément de valeur là-dessus si on sait bien la capturer. Et Ouais. tout l'enjeu de bosser avec The Quest, c'est déjà pouvoir se permettre de faire un déploiement dans le cloud comme ça. Parce qu'on Ouais. a pris un pote en freelance qui a fait le boulot très proprement. Mhm. Deuxième truc, concevoir une stratégie de pricing qui soit adaptée au marché. Si Ouais. on parle aux plus grosses boîtes du CAC qui ont envie de faire du modélisation type contester un random forest ou un gradient boosting sur un segment, Oui. il faut qu'on fasse ça proprement. Et Ouais. c'est le cœur de métier. Voilà. Ouais. Ouais, je dois t'avouer que je suis allé quand j'ai vu ton profil et je me suis dit tiens c'est intéressant de recevoir Charles en interview. J'ai eu la curiosité d'aller sur ton site web, le site web, et en fait il est en anglais, ça on s'en fiche, c'est normal. On est sur un sujet qui est totalement international, mais j'ai été surpris parce que je n'ai pas trouvé d'offres descriptives de c'est quoi, ça fait quoi, c'est quoi le pricing, etc. Alors c'est peut-être fait exprès hein, pour l'instant, mais Non, je me suis le dit site est tiens. pas à jour. Il Le faudra site est que pas à je. jour. Tu vois. C'est un très bon point. Le site est pas à jour. En fait, on est en train de terminer la dernière version du site qui devrait être live sous peu, D'accord. d'ici la fin de la semaine prochaine au plus tard. Ouais, parce qu'il y a une Ouais, offre, parce que vous avez voilà une cible client, tout ça. Enfin, ouais. ça c'est Ah ouais, ouais. oui, oui, mais en fait, on est une tech fondamentale. C'est-à-dire que notre cœur de métier, c'est d'être une opération mathématique pour permettre de faire de l'aide à la décision. D'accord. Le marché derrière, c'est choisir de verticaliser. On peut aller desservir toutes les industries de la finance pour aller faire du decision making explicable. On Mm. peut aller desservir de la santé pour faire du decision making explicable. Et Mhm. on peut aussi tout simplement aller taper dans le marché des crypto-monnaies pour essayer d'aller jouer avec le Nance et d'améliorer le rendement des crypto-monnaies. C'est D'accord. pas très intéressant de faire de la crypto. Du coup, notre cœur de métier, c'est autour de la finance et de la santé. C'est là où D'accord. on crée le plus de. Deux secteurs de prédilection pour Ouais. vous Mais santé et finance. le wording correct, c'est high stake decision making.
si tu dois prendre une décision avec de l'IA qui a fort Mm. enjeu, tu as besoin Mm. d'un algorithme pour te dire, attention, là, c'est évident que c'est faux, là, c'est évident que c'est vrai, et là, c'est un peu plus touchy, mais on sait pourquoi. D'accord. Ok. Voilà. Je me suis laissé dire, et tu vas nous en parler, que ce qui était intéressant avec votre technologie, c'est que c'était comment on peut dire ça dans des mots vulgarisants. C'était peu consommateur de ressources. C'est vrai ou pas vrai Alors, ou c'est c'est vrai. toute C'est-à-dire que, proportion gardée, hein, en, mais voilà. en fait, j'ai inventé un algo qui, si on lui donne 1000 lignes, la restitution, le script Python, va faire au plus 1000 fois 1000 lignes. D'accord. Ce qui fait que, en fait, si on a des très petites bases d'entraînement qui sont Mm. très très bien choisies, on peut générer des exécutables qui vont donner un avis sur n'importe quel point de données qui tiennent en 1 mégaoctet et qui peuvent être embarqués sur un Raspberry Pi. On peut D'accord. faire de l'IA sur un Raspberry Pi avec de la détection, par exemple, pour Ouais. des objets quelconques. On n'a pas encore eu l'occasion de faire de l'embarquer, mais ça serait tardé. Parce que franchement, c'est un vrai sujet, l'IoT Mm. et l'IA intégré sur les machines. Bon, par contre, comme la complexité est quadratique, si demain il y a un client qui vient me voir et qui me met 200 000 lignes fois 200 000 lignes en complexité, Ouais. le livrable il fera 12 gigaoctets et 12 Ouais. gigas de Python à ouvrir sur un Raspberry Pi, ça marche pas. Non, En fait, il c'est y aura plus une possible. saturation de la RAM. Mm, mm, mm. Donc le cœur de métier aujourd'hui, c'est de dire que on génère des bibliothèques de machine learning en clair qui sont quadratiques sur la taille de la base d'entraînement. Donc si la base d'entraînement fait n points, ce sera Mm. grand O de n au carré. C'est très pratique parce que si c'est des petites bases de moins de 1000 points de données, ça se fait en une seconde et c'est des trucs qu'on peut mettre n'importe où, n'importe comment, même sur une lambda d'AWS. Donc potentiellement, on peut venir alléger la stack IA de plein de petits d'outils. Ouais, Notamment pour des PME qui n'auraient pas des moyens importants en grosse database et en gros système de calcul, bah là c'est intéressant. Ouais. ouais. Après, derrière, si on recherche la performance à tout prix, nous, ce qu'on recommande, c'est quand même de faire tourner une random forest et un gradient boosting sur la base d'entraînement pour avoir un comparable marché et Mm. essayer d'en faire le mieux possible, en fait. D'accord. Est-ce que tu as une réflexion qui consiste à dire, j'imagine que sur ce que tu fais, il y a ce qu'on appelle de l'API, de la propriété intellectuelle, mais est-ce que la démarche que vous pouvez avoir et sur laquelle vous réfléchissez peut-être avec The Quest, c'est de dire, est-ce que on met à disposition d'autres entreprises, des intégrateurs ou des sociétés informatiques, notre modèle pour qu'eux tu vois, utilise et commercialise ça, ou c'est vous en direct qui voulez faire, commercialiser et distribuer votre modèle? Alors, c'est Ouais, un un excellent, côté revendeur ou c'est parce dans que la continuité de la stratégie. En fait, on a tout intérêt à garder le plus de contrôle sur la technologie et la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que le Hum, livrable en clair, en théorie, personne à part nous peut le voir. d'accord. Mais par contre, faire en sorte que les gens puissent utiliser la techno en tant que telle, Mhm, il faut la mettre dans le plus de mains possible. C'est juste, il faut trouver un bon pricing et un sweet spot. C'est-à-dire, nous, ce qu'on pense, c'est que quand on bosse avec un client aujourd'hui qui a un enjeu à high stake, on va faire tout un travail de pré-processing et de constitution du jeu de données. On va lancer la techno et on va mhm, constater les performances. Quand on est au-dessus du gradient boosting et de la random forest, c'est nous l'état de l'art. C'est-à-dire d'accord. qu'on va surperformer toutes les classes d'algorithmes. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est cool. Mhm, Et dans ces cas-là, en fait, ce qu'on propose, c'est sur une tarification autour de 10 000 euros, on propose au client de posséder sa bibliothèque de machine learning pour qu'il puisse la faire tourner sur ses serveurs et ses infrastructures. d'accord. Ok. Ouais. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on utilise une bibliothèque de machine learning qui est hard-codée à part la bibliothèque JSON, qui est une bibliothèque toute pétée de Python, hein. Voilà. Ce qui fait que le client, en fait, s'il veut savoir comment fonctionne sa techno et pourquoi il fait les choses, il Mhm, a tous ses filtres, tous les trucs qui amènent à la restitution finale en clair. d'accord. Ouais. Donc le cœur de métier, c'est faire de l'utilisation dans le cloud pour faire du sandboxing de la constitution de jeux de données à Mhm, partir de Snowflake. Une fois que ça s'est fait proprement, on nous envoie le jeu de données, on génère le livrable et on négocie un petit prix d'achat de la propriété intellectuelle. Donc ça se distille en fait. mhm. C'est important de bien jauger l'opportunité et d'être capable de Ouais.
de pricer en fonction. Si demain on a un enjeu, je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais allez, on va faire du crédit de default. On veut savoir si les gens vont avoir un défaut de crédit. On a une banque dont le stake est à plusieurs centaines de millions qui veut faire passer notre algorithme en production. On va pas le pricer de la même chose qu'une petite PME qui a besoin de faire un truc d'appoint pour voir si ses stocks de colza ils vont être X ou Y. Bien Donc sûr. le cœur de métier, c'est de s'adapter aux clients. Aujourd'hui, on sort un peu de la grotte, on essaye de communiquer au travers de Snowflake juste le pourcentage de confiance. Mais nous, notre approche, c'est d'apporter un RAG, en fait, un audit détaillé sur chaque point de données pour expliquer pourquoi la décision a été prise. Parce qu'en fait, désolé du petit laïus, mais dans le monde de l'agentique, dans le monde de l'IA agentique, où Ouais, en fait, avec des ChatGPT, agents IA plus ou c'est moins ça, automatisés et c'est ça. autonomes. Et ben, dans un monde d'agentique, on a un gros problème aujourd'hui, c'est les hallucinations des LLM. Mm. C'est-à-dire que quand on dit à un LLM, bah, tu vas faire ça à partir de maintenant et tu prends la place de quelqu'un, des fois, le LLM, il fait que de la merde et il sait même pas pourquoi. Il fait n'importe quoi. Ouais, et ben nous, ce qu'on pense, c'est que en gros, il y a un enjeu pour Algorithme dans les 2-3 prochaines années pour faire de l'agentique avec notre module en racine de RAG de réflexion. C'est-à-dire que D'accord. le LLM, quand il arrive sur une question qu'il sait pas, et ben au lieu de réfléchir avec des probabilités toutes pourrites qui sont des sophismes, Mm. il va regarder l'algorithme, il va savoir si on est dans la zone de forte confidence ou dans une zone intermédiaire, et il va adapter son discours pour qu'un humain puisse prendre la décision au final. Donc en Ok. fait, potentiellement, on vient corriger le problème des hallucinations avec cette RAG feature et toute cette information. Mais là, on est essentiellement en exploration de marché avec différents business cases qui nous sont apportés. On fait la modélisation et on compare par rapport aux outils de base. On est Ouais. aux prémices de tout ça au Bien global, hein. sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu nous parlais de Snowflake, donc c'est des Français qui sont aux États-Unis d'ailleurs, hein, Snowflake, hein, il me semble, hein, c'est Ouais, ça, hein, ouais, c'est des Français aux États-Unis et qui marchent très fort d'ailleurs. Donc on est sur Snowflake, on est sur le côté infrastructure, on est sur le ouais. côté hébergement infrastructure. Est-ce que toi, avec tout ce qui se passe, tu sais, il y a eu là des annonces d'investissements massifs. Encore lundi dernier, là, il y avait 20 milliards qui ont été déclenchés avec le Choose France, le plan là de développement économique, des investissements extérieurs vers la France. Est-ce que toi, tu discutes ou tu t'es rapproché et où est-ce que tu as besoin de gens comme Mistral ou pas du tout, en fait? C'est un bon point. Comment tu te poses, tu vois ce Alors, que je veux dire? Mistral, bon bah c'est dire, l'équivalent d'un chat GPT, ouais, mais ouais. est-ce que toi, il y aurait des choses à faire avec eux ou pas? Alors ça, c'est ce que j'allais dire. C'est fondamentalement, j'ai pas besoin de Mistral et Mistral a pas besoin de moi parce que je suis une bibliothèque qui est hard-codée et dont je possède toutes les fonctions. D'accord. Maintenant, des synergies avec un Mistral, avec un IBM, avec des grosses boîtes, avec un Palantir, qui Mhm. sont en fait des boîtes qui savent faire de l'agentique, qui ont ce problème d'hallucination et qui pourraient avoir un intérêt à comprendre la racine des décisions de leur algorithme. Il y en a. En fait, on est en train de tester un peu le marché. On risque de faire un copilote d'agents intelligents sur du decision making avec une grosse boîte. J'ai pas envie de me Enfin bon, Ouais, il ouais. faut que ça se passe. Mais en gros, potentiellement, notre techno, si elle est mise entre les mains de quelqu'un qui édite des LLM pour des grosses boîtes, bah, elle pourrait apporter une contribution significative. D'accord. Ok. Bon, Charles, moi, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on bascule sur un truc qui est pas nécessairement ce qui te plaît le plus, mais c'est le côté entrepreneuriat, c'est-à-dire tout le côté qu'on n'a pas évoqué, mais The Quest, pourquoi, comment, qu'est-ce que, comment, est-ce que tu te fais accompagner sur le côté, tu vois, tous les à côté qui sont pas ce que t'aimes faire, la compta, le pacte d'actionnaires, toutes ces choses qui sont obligatoires, mais qu'il faut bien gérer pour pas, tu vois, pour pas éclater en vol, pour pas imploser, quoi. Euh, Voilà, c'est là où on rentre dans la subtilité de l'association avec Paul. C'est qu'en fait, moi, comment dire, je suis CEO de la boîte. Je suis aussi celui qui impulse et qui propulse la recherche. Donc j'ai Ouais. une partie non négligeable de mon temps, ça va être de la R&D, faire Bah des bien sûr. expériences, etc. Bah oui. Paul, c'est mon associé officiellement, il est co-founder et CMO. Mais la réalité, c'est que sur tous les enjeux business, administratifs, un peu vénères, C'est euh, lui qui s'y colle, non? ouais, c'est ça. Et du coup, on collide le truc à deux, on dirige la vision de la boîte ensemble,
moi, j'essaye quand même de faire en sorte qu'on soit toujours le plus proche du produit possible, parce que c'est moi qui Mhm. le fabrique. Ouais. Et lui va essayer de le simplifier le plus possible pour qu'on ait une communication qui soit efficace. Et donc, en fait, on bosse super bien ensemble parce qu'on est hyper complémentaires. Là où je suis fort, il est un peu moins chaud. Là où il est très Mhm. chaud, je le suis un Mhm. peu moins. C'est-à-dire, si demain, je dois faire un pitch deck d'algorithme, ça ressemble à rien, lui, il va nous faire une super Ouais, ressource. c'est clair. Par contre, ce qui est intéressant quand on réfléchit à ce mode de gouvernance un peu partagé, c'est de bien savoir qui a la zone d'ownership sur quoi. Oui, Que très sinon, important ce que tu dis. ça Ouais. crée des Ouais. frustrations et c'est super difficile d'entretenir une synergie avec un associé si on a l'impression qu'il nous marche sur les pieds ou qu'au contraire, il nous met dans un coin et qu'il nous stigmatise. Mais nous, on arrive à bien le gérer parce qu'on est potes de base et que on sait très bien où est-ce que l'un est plus fort que l'autre et il y a pas d'enjeu. Mais typiquement sur The Quest, l'opération d'augmentation de capital, bon, j'ai signé tous les papiers, etc. On l'a piloté ensemble. J'ai regardé ça un peu d'un œil distant parce que moi, il fallait que je sorte un algo Ouais. pour une grosse boîte et il fallait que je fasse un truc. Donc voilà. Je dirais que en fait, ça peut être un énorme frein à l'entrepreneuriat, l'administratif, parce que c'est assez lourd. Mais faut pas non plus en faire toute une affaire. Toute une C'est-à-dire montagne. Ouais. Mm. bah ouais, parce que fondamentalement, typiquement, la recherche de financement non dilutif. Il y a des boîtes privées qui se spécialisent là-dedans. Donc une fois qu'on a contractualisé avec trois financement et qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui s'occupe du dossier Mm. pour la Mm. PFTE ou que sais-je, Mm. bah ça tourne. Il n'y a Ouais. pas besoin il y a pas besoin d'être au four et au moulin. Je dirais que le plus important, c'est de savoir déléguer certains sujets et prendre de l'ownership sur d'autres. Parce que Ouais. sinon, si on oublie complètement l'administratif et l'effectif de ce que c'est que d'être un dirigeant d'entreprise, en fait, il y a un moment, on est déconnecté de son activité. Et c'est le dernier truc. Le seul truc qu'on doit regarder quand on est CEO d'une boîte, c'est est-ce qu'on est connecté avec la réalité du terrain. Bien sûr. Sinon, en fait, on dit n'importe quoi. On Ouais, est... et puis surtout en fait, ce qu'on dit souvent, c'est que quand une startup notamment lève des fonds ou prépare son dossier de financement, il y a un danger à éviter absolument, c'est que ça prend beaucoup de temps et que tu peux avoir tendance à délaisser le business, la Ouais. tech, etc. Et ça, c'est super chaud. Hein. T'as des gens qui partent en roadshow levée de fonds et puis pendant ce temps-là, tout le business, il se pète la gueule et il s'avance plus. Et ça, alors là, c'est la cata, quoi. Donc, parce qu'en plus, les investisseurs, ils ont le beau rôle. C'est-à-dire qu'eux, ils s'assoient sur le bord de la rivière et ils attendent de voir passer le cadavre flotter à la surface. Hein. En gros, c'est l'art de la guerre. Hein. C'est ça. Hein. C'est que le temps joue toujours pour l'investisseur. Tu vois ce que je veux dire? C'est ok. On se revoit dans 6 mois. On verra quels sont tes KPI. Bah, si t'as passé 6 mois à bourlinguer, à chercher des fonds, à serrer des paluches, à monter des pitchs et que t'as pas occupé, tu t'es pas occupé des business, bah 6 mois plus tard, t'as reculé quoi. Et donc là, ta valo, elle se pète la tronche. Enfin, après, donc c'est pour ça que c'est très délicat à gérer. Ça, et les gens sous-estiment beaucoup le travail que ça prend de s'occuper de la partie finance, compta, administratif, etc. Quoi. Hein. Là, vous êtes agile, vous êtes petit en train de grossir, mais c'est aussi des points de vigilance pour le futur quand vous allez grandir. Quoi. Voilà. Vous êtes géographiquement, vous êtes ensemble ou vous êtes Ouais, bien sûr, on est tous les deux ouais. à Paris, hein, on se retrouve à D'accord, la station F régulièrement, sinon on va d'accord. au QG de The Quest dans le sentier, et puis Ok. c'est chouette, quoi. J'avais entendu dire que The Quest, ils étaient tous au même endroit, ils vivaient ensemble, etc. Vous, non, vous avez pas fait ça. Alors, on peut, en fait, si demain j'ai envie Ouais. d'aller crécher au QG et d'aller passer une nuit là-bas, c'est pas un problème. C'est un open space, c'est un espèce d'appart qui a été aménagé, c'est très chouette d'ailleurs. Il y a une Mm. bonne ambiance, c'est assez sympathique. Mais là, nous, quand on bosse, généralement, on bosse à Ah, Station F, on profite vous de êtes focus, l'incubateur de ouais. Huawei. Ouais. Ouais. Parce que toi, le programme Huawei chez Station F, il a une durée, c'est genre pendant 1 an, 2 ans, c'est comment? 6-7 mois, un truc comme ça va pas tarder à terminer, mais là après derrière, D'accord. faut qu'on rebondisse et qu'on aille chercher un autre programme à Station F, parce qu'on s'y sent bien. Yes. Peut-être un programme avec des desks payants maintenant qu'on a levé des fonds et que c'est plus un problème. Mhm. Et puis voilà. Yes, super, super intéressant. Toi, aujourd'hui, tu discutes avec Paul, j'imagine, pour préparer le côté stratégie, vers où vous voulez aller, qu'est-ce que tu veux faire
je dirais ton modèle, parce que ce qu'on comprend quand même, c'est que à un moment donné, tu sais comment c'est, vous allez probablement avoir soit un produit qui sort et le fameux PMF, le Product Market Fit. Tu sais, tu as peut-être entendu parler de ça. Il doit être très fort là-dessus, Paul, sur le marketing avec ex L'Oréal. Tu vois, mais il y a ces vrais sujets-là où à un moment donné, tu peux pas adresser, tu vois, tous les modèles, toutes les entreprises en B2B. Il y en a peut-être un ou deux qui va marcher mieux qu'un autre, avec une notion de scalabilité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, si tu tombes sur un truc qui est une micro niche, etc., mais que par contre t'en vends 4 millions, ah bah là, t'as trouvé ton PMF, quoi. Bah, en fait, c'est vachement intéressant. Ça revient à la question de choisir une verticale pour une entreprise. Ouais. Euh, Quand on choisit une verticale, généralement, c'est qu'on s'autorise un marché et on se refuse les autres pour pouvoir être pleinement efficace sur le segment Focus, qu'on a. ouais. Mhm. Nous, ce qu'on édite, c'est pas une consolidation de plein de modèles qui existent sur le marché, etc. C'est vraiment un modèle propriétaire Ouais. qui, en fait, a réponse à n'importe quel jeu de données au format tabulaire. Donc la D'accord. niche, s'il faut l'expliciter, c'est problème de classification au format tabulaire de 500 à 50 000 points, en gros. Donc, Ok. entre 500 et 50 000 lignes d'un Excel avec un événement que tu cherches à prédire, tu passes par nous. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un peu contradictoire avec cette approche que font les startups, qui est d'aller chercher une niche de verticale, type, je sais pas moi, je vais aller faire de la santé sur du high-stake decision making sur de la santé. Ça peut être une verticale qu'on commence à explorer d'ailleurs. Mhm. Mais en fait, nous, notre cœur de métier, c'est vraiment faire de l'IA explicable sur les problèmes tabulaires de classification. Donc, en gros, devenir une référence sur, je veux savoir si un événement est vrai ou faux, j'ai des paramètres plus ou moins structurés, c'est quoi la meilleure manière de créer de la valeur autour de ça. Donc, en fait, algorithme, aujourd'hui, c'est un venture où il y a beaucoup de choses qui sont faites à mano. Les clients ils nous envoient les jeux de données, on constitue la base d'entraînement, on fait bon. Demain, ce sera un module potentiellement dans des très grosses boîtes, genre en fait, notre rêve, ce serait juste à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui utilise une random forest ou un gradient boosting, qu'il ait la possibilité de faire tourner l'algorithme. Mhm. Mhm. Parce D'accord. que si c'est ça, potentiellement, c'est une brique technologique qui va aller dans les mains de centaines de milliers, voire de Partout. millions de personnes. Ouais. Et après, derrière, au niveau de l'impact, nous, ce qu'on dit, c'est déjà, on prend des décisions qui sont déterministes et explicables, là où on est face à des algos probabilistes. Et en plus de ça, on crée de la valeur en expliquant le rationnel derrière notre décision, non pas avec une surcouche, mais vraiment en partant du code source. Yes. Il y a tout un enjeu, par exemple en finance, qui est vraiment la verticale qu'on essaye de développer en ce moment, qui est celle de l'automatisation. Mhm. En gros, quand tu es en finance et que tu veux Ok. automatiser un processus avec de l'IA, il y a des régulateurs qui arrivent et qui te disent, est-ce que tu peux répliquer ton expérience? Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais? Est-ce que, en gros, c'est formalisé? Et souvent, les mecs, ce qu'ils font, c'est que, bah, en gros, la caricature de ça, c'est en finance haute fréquence où c'est ultra régulé pour éviter les flash crash, ils font des régressions linéaires. Une régression linéaire, il n'y a pas plus pauvre en termes de valeur prédictive. Mais ils sont obligés parce que ça va vite et ça permet de faire des algos de fast frequency trading. Et en fait, nous, ce qu'on pense, c'est que demain, il y aura un petit algorithme qui aura été entraîné sur une base de très, très bien choisie, qui va en fait permettre d'ajouter de la complexité à ces modèles automatiques dans le flood. Voilà. Mhm. Est-ce que, Charles, chasser le naturel, il revient au galop, c'est-à-dire que évidemment, toi, tu as un niveau d'expertise hyper pointu sur ton domaine scientifique, technique, mathématique. Mais le nerf de la guerre de n'importe quelle startup, c'est quand même de vendre, d'avoir des clients. Donc, ce que je voulais savoir, c'était à qui tu t'adresses au niveau des clients. C'est les départements informatiques, c'est le DSI d'une boîte, parce que j'imagine que tu vois un président, directeur général d'une société, il doit avoir du mal à comprendre, tu vois, ton concept. Donc, qui s'occupe de faire ça au niveau de la vente, au niveau de la relation commerciale? Toi, j'imagine que tu sais évidemment parfaitement dialoguer avec des homologues, avec des gens de la tech ou de la DSI, mais c'est pas toujours les décideurs. Les décideurs, c'est parfois des gens des métiers, et donc des gens qui sont fonctionnels, des gens qui sont direction générale. Et donc là, c'est plutôt Paul qui fait un peu le côté commercial. Alors, Qui est le vendeur chez vous? Qui est le commercial? en fait, on- on- quand on travaille avec une boîte, généralement, ça se passe en trois temps.
D'abord, il y a un Mhm. call business pour faire un assessment de ce que nous on fait, de ce qu'on peut apporter comme valeur, de de présenter l'activité de l'entreprise avec laquelle on discute. D'accord. Donc ce call business, s'il est positif, derrière on a un assessment technique, donc avec un Mhm. mec qui est tech. Mhm. Et si ce call est positif, on nous transfère des données, on fait la modélisation et il y a tout un call de restitution. Donc D'accord. c'est un funnel en 3 temps en fait. D'accord. Sur le call business, j'aime bien prendre de l'ownership quand même quand il faut parler du produit. Sur Bah, la c'est toi qui le connais le mieux, hein. ah, logique, ça je les connais. Bien sûr. Et j'aime bien aussi prendre de l'ownership par rapport à ce qu'on peut attendre de la prestation de services d'algorithme. Donc c'est un peu moi qui vais rassurer sur tout le côté technique Mhm. et le côté opérationnel de comment on va gérer les informations. Après, quand on fait un assessment technique, c'est que moi, parce que le but c'est quand même de parler de ce qu'on fait et pourquoi on le fait Ah bien. ouais. Puis là, de toute Euh, façon, Paul, avec toute la bonne volonté du monde, je suis pas sûr qu'il ait les compétences nécessairement pour parler du sujet Ouais, aussi si, pointu. il peut onboarder, il peut comprendre des choses. Je pense que tu vois, de toute façon, ce sera l'écueil de cette interview, hein. Mais il y a des moments où je fais des laïus un peu techniques et c'est difficile de me suivre. C'est un truc, je travaille dessus. Honnêtement, je travaille dessus. J'essaye de m'adapter au plus à la personne avec qui je suis en train de discuter, quoi. Mais pour répondre à ta question. Le funnel de vente, c'est un funnel en 3 temps. Call business, assessment technique, call de restitution. Mhm. En fait, on se partage la charge avec Paul quand il y a des besoins D'accord. très business, high level sur ce que ça peut vous apporter, etc. Il Mhm. portera plus la vision parce qu'il a plus étudié le marché, etc. Quand il s'agit d'expliquer aux clients concrètement ce qu'on va faire avec ces data, comment on va créer une bibliothèque de machine learning et en quoi elle peut s'intégrer dans ces systèmes, là, c'est mon cœur de métier. Ouais. Les points d'entrée, ça reste des gens qui sont Justement, hyper j'allais techniques. t'en parler. En fait, Ouais. on aime beaucoup les pôles de compétitivité. On est chez Systématique Ouais. et Ah, Numérique. c'est Et, systématique, ouais. J'y suis ah bah, passé aussi il y a quelques années, les, ouais. les pôles de compétitivité, c'est génial parce qu'en fait, typiquement, ils vont faire une table ronde autour de la RSE et l'IA et on va apprendre tous les enjeux de RSE et de Mhm. sustainabilité autour de la soutenabilité de l'IA. Donc ça, c'est un exemple. Il y avait une réunion de finance l'autre jour qui était vachement intéressante où on a pu discuter avec des acteurs bancaires, etc. Le but, en fait, c'est d'avoir des points d'entrée chez des gens qui ont une appétence pour l'IA, qui savent quand même ce que Ouais. c'est, Mhm. mais qui pas forcément ont une stack technique déjà implémentée. Par Mhm. exemple, on discute un peu avec Sophia Antipolis, enfin équivalent. Ouais. Ouais. Euh, Un pôle là-bas, sur hein. un sujet qui est à cœur pour le gouvernement français, qui est de savoir si il va y avoir un sinistre type feu de forêt à un instant donné. D'accord. C'est un secteur qui est hyper important parce que les feux de forêt, ça va augmenter comme pas possible. C'est Mhm. aussi un secteur qui est très bien documenté. Et en fait, nous, dessus, on fait potentiellement un contrat POC où en fait, on va venir apposer notre technologie qui est explicable à un enjeu qui est est-ce qu'il y a un feu de forêt ou pas. Et Ouais. l'idée, c'est le jour où ce truc-là, il passe en production et qu'il y a un arrêté préfectoral pour fermer une zone dans le sud-est de la France, par exemple, Mhm. on sait pourquoi on fait les choses. On n'est pas en train de suivre aveuglément un truc Ouais. qui a Ouais. 82-83% de chance Ouais. d'avoir raison. Ouais, on a un niveau de précision sur des probabilités qui n'a plus rien à voir, quoi. C'est là, on est Ouais, sur quelque chose qui, c'est une voilà. statistique. On va te dire, C'est il ce me que fait tu penser disais, à tant de c'est-à-dire feux de que forêt et tant non feux de forêt. on Et arrive à avoir des informations et des certitudes sur quelque chose qui, par essence, est censé être de la probabilité, quoi. c'est un Excel dans l'Excel. C'est-à-dire, si jamais tu nous présentes un fichier Excel en problème avec un point de données, on va te répondre avec un Excel qui sera un sous-ensemble de ta base d'entraînement. Yes. Yes. Notre cœur de métier, c'est de t'expliquer ta donnée par rapport à ton historique. Tu me fais penser à D'accord. ça, donc t'es comme ça. Mm. Ouais. C'est du raisonnement par analogie. Et ça marche vachement bien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que au pire, si on n'a pas envie d'utiliser algorithme pour toute sa stack technique, c'est compréhensible. On utilise son truc de base, mais on a toujours intérêt à utiliser algorithme pour les cas limites. Parce qu'en fait, ça fait des quick wins. Et ça Ouais, ouais, améliore bien le sûr. résultat. Bien sûr. J'ai rêvé ou tu m'as dit quand on préparait un petit peu cette interview que tu avais approché ou t'avais croisé la route de Kima Ventures au niveau investissement ou... Alors oui, en fait, quand on rejoint The Quest, c'est moitié The Quest Training Ah, Center d'accord. Ok. et moitié Kima. Faut vraiment que je les rencontre en physique, hein. Mais Mhm. ouais, Kima a un stake dans l'entreprise. D'accord. Ok.
J'avais vu qu'effectivement, il y avait des investissements qui se faisaient de plus en plus. Xavier Niel, qui d'ailleurs se penchait beaucoup sur l'IA, sur un groupuscule de structures sur l'IA. D'accord, ok. Xavier Niel, moi j'adore l'entrepreneur. Hein. Je connais pas encore l'homme, mais j'adore l'entrepreneur parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui s'est lancé comme il a pu, hein, avec avec des sujets qui sont ce qu'ils sont. Mais par contre, une fois que ça a bien démarré et qu'il a récupéré une petite fortune et qu'il aurait pu tout simplement ne rien faire, il a lancé la plupart des structures qui ont Mhm. structuré ma carrière entrepreneuriale. Donc pour moi, Oui, c'est ah oui, logique qu'il a t'as un fait stake. l'école 42. École 42, Station F, c'est des projets que lui a impulsés avec Tout à ses fait. investissements. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de la mise à disposition de ressources pour les entrepreneurs qui passent pas généralement par des problèmes de cash. C'est-à-dire, on essaye de mettre le cash. Station F, aujourd'hui, on paye pas les locaux, ou si on les paye, ça serait un truc genre Oui. 300 balles par Ah, mois. C'est ah, pouillem, c'est même pas un WeWork. Euh, euh, l'école 42, c'est une école gratuite, ouverte à tous et à toutes. Et en fait, le cœur de métier de ce que fait Xavier Niel, je trouve, c'est vraiment arriver à mettre dans de bonnes dispositions le tissu entrepreneurial français pour mhm. faire en sorte que les bons projets puissent émerger et prospérer sans avoir nécessairement un background financier ultra Ah, important. ah, c'est Donc clair. c'est un peu de l'égalité des chances, mais bien pensé sur de la compétence, pas sur de la Mm, discrimination mm, positive. mm. Et c'est un peu la thèse d'investissement de The Quest. C'est pour ça qu'ils sont followers de toutes les thèses d'investissement de The Quest. Et du coup, ils sont chez nous aussi. D'accord. Charles, vous vous êtes fait accompagner par de l'avocat ou pour Ouais, bien sûr. boucler Enfin, le. on a des frais légaux, c'est peut-être un tiers de la boîte, hein. Mais c'est normal. C'est Dès qu'on important, discute hein, c'est avec hyper quelqu'un, faut important. discuter de Hein. l'IP, faut construire les contrats, Ouais, ouais, faut ouais, tout ouais. encadrer quand tu bosses dans l'IA et que tu es propriétaire de ton algo. C'est logique. Tu peux Yes, pas, on peut pas yes. naviguer à la vue, donner n'importe quoi à n'importe qui. Et Faut ça coûte du pognon, toute la partie. Alors je sais pas si tu vas aller dans cette orientation-là, mais toute la partie brevet, si tu voulais faire du brevet et tout ça, ça coûte un pognon fou. un brevet en Mais code, c'est une connerie. voilà, est-ce qu'on peut faire du brevet en code ou pas? En fait, on a trouvé un compromis qui est pas mal, qui est de protéger par le secret et la propriété intellectuelle. Mhm. Ça, c'est cool. C'est-à-dire, en fait, on n'en parle pas. Le brevet, en fait, ça rend public ta techno. Donc derrière, Ouais, ouais. qu'est-ce qui empêche les Chinois ou les Indiens de venir De se faire pencher dessus. voilà, Ouais, c'est un non-sens. ouais. L'extraterritorialité du droit français, en gros, aller faire valoir son brevet à l'international s'il y a une boîte qui fait un copycat de ton truc, ça n'existe pas. Ouais, ça Donc, n'existe pas. J'en sais euh, quelque chose. J'ai passé du temps en Chine. oui, mais Tu c'est peux te aussi comme ça brosser sur les brevets. Hein. il y a un sujet qui pourrait avoir du sens si un jour notre techno venait à leaker et à être utilisé massivement, c'est l'open source. On a une preuve d'antériorité à l'APP, Ouais. qui est l'agence de la protection des programmes. Donc en fait, on a déposé une version antérieure de Snake. Si un jour quelqu'un arrive et dit je peux faire du machine learning avec SAT, je dis je l'ai fait avant toi. Ouais, Voilà, tout à fait. c'est un peu Ouais, le tout à principe. fait. C'est tout à fait le vrai. Charles, j'aimerais que tu me parles de ta routine au quotidien. Ça donne quoi une journée de Charles? Tu codes, tu passes des heures à coder sur ton ordinateur, tu sors marcher. C'est quoi ta journée type? Parce que j'ai quand même en fait ce que je découvre à travers ton portrait là et ce moment qu'on passe ensemble, c'est que t'as quand même une espèce d'appel. Tu vois, c'est pas l'appel de la forêt, mais c'est l'appel de l'IA, quoi. On sent quand même que toi, t'as envie d'être dans ton truc, de faire tes algos, de travailler ton dossier. Enfin, tu vois, on sent ça te prend les tripes, quoi. C'est vraiment ta zone de génie, quoi. Donc, Je dirais que la routine, s'il y en a une, parce qu'il n'y a pas de routine dans mon métier, hein, essayer de faire de l'allocation de temps entre le public relations de boulot de CEO, mhm. recherche et opération sur les clients qu'on a en cours. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est la base. Et après, derrière, au niveau de la routine, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, c'était un vrai sujet parce que j'étais solo founder, il fallait trouver la motivation, etc. J'étais pas très assidu. Puis t'étais Euh, tout seul. T'étais Ouais, solitaire, quoi. Ouais, physiquement, c'est ça. maintenant que je suis plus tout seul et qu'il y a tout Ouais. un système, en fait, la routine, elle se fait tout seul. Je me réveille pas nécessairement avec un réveil le matin. C'est-à-dire, je me Ouais. réveille quand je me réveille. À 9h, 9h30, je suis opérationnel. Et après, derrière, souvent, un truc qui se passe, c'est que de la veille, j'ai un modèle qui a tourné sur un enjeu de Eh, recherche, qui a tourné toute la nuit, et du coup, je me réveille le matin, je suis là, je suis comme un dingue, je veux voir le truc.
Et après derrière, en fait, tout l'enjeu de la routine de boulot, c'est d'arriver. Bon bah, il y a une to-do qui va me prendre peut-être 2-3 heures par rapport à la charge de travail du quotidien. Et après, le reste, c'est ce que j'aurais fait si j'avais été un passionné de maths comme ça Ouais, continu. Donc c'est dans la ouais, continuité de mes 5 ans de recherche. ouais. C'est j'ai vu qu'on avait eu un résultat sur le minage de crypto-monnaie. Bah, je vais faire ce run cette nuit pour voir ou Mm. invalider ou valider l'hypothèse qu'on a un levier sur la force brute en termes de calcul. Ouais, d'accord. Et, et, Ouais, et en fait, c'est que ça. ouais. Tu te voyais faire genre de la recherche en labo, tout ça, en mathématiques, Non, tout ça? impossible, Non. impossible. C'est, Je suis pas un académique. Je suis ouais. quelqu'un qui a fait un mémoire de fin d'études avec Polytechnique. Mais si demain je vais aller dans un grand journal scientifique et sortir un article que j'ai fait tout seul et le publier, je vais me faire bouler, hein, comme tout le monde. Non, je suis comment dire, je suis un doueur. Je suis un Mm. doueur et je suis un CEO avant tout. C'est-à-dire que demain, Algorithme, ça a vocation à faire rentrer des PhD du plateau de Saclay, des petits masters du plateau de Saclay, à les former, à leur donner de l'ownership sur différents modules de l'IA qu'on Mhm. va concevoir, et à en faire, en gros, un labo de recherche qui publiera des papers. Mais Mm. typiquement, mon pote Rémi, qui a installé la techno sur Snowflake, moi, j'adorerais l'onboarder. On verra ce que l'histoire en dira, mais l'avoir en head of research. On lui lance un appel, ouais, on lui enverra l'interview, Ah, on lui mais dira ouais, tiens bah ouais, Rémi. ouais. Non, mais en fait, même indépendamment de Rémi, des possibilités de recruter des gens, on en a pas mal, hein. Il y a toujours des possibilités avec des alternants, des stagiaires, etc. Nous, si on recrute quelqu'un, c'est pas pour 6 mois, même pour 2 mois. Ouais, C'est une aventure entrepreneuriale qui commence et qui s'articule. clairement. Et, Aujourd'hui, Paul et toi, vous avez vous êtes dans la même tranche d'âge à peu près, vous avez moins de 30 ans aujourd'hui? ouais, il a 28 ans, j'en ai 26. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc c'est un peu, vous avez le temps de mettre ça sur les rails et de faire grossir ça. Ouais, là, Yes. on a tout le temps du monde. Après, derrière, ça va aller très très vite, hein. Il suffit que le passage sur la marketplace de Snowflake se fasse très très bien pour qu'on commence à avoir un flux de clients conséquent depuis là-bas. Mhm. Et ça va structurer l'activité de l'entreprise. Et après, derrière, on a aussi donc ce POC avec l'université aux États-Unis sur de la santé. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais Ouais, je sais qu'il y a ouais. un article de recherche qui sera publié à la fin. D'accord. On sera co-signataire. Donc en fait, on va avoir de la publicité dans les prochains mois sur notre technologie appliquée de manière académique, un petit peu Mm. différente des petits papers que je peux faire informels sur LinkedIn. Et puis voilà, on verra ce que ça On donne. est, Moi, je tu suis assez parles, confiant pour l'avenir. tu parles beaucoup de, enfin beaucoup. Tu parles des USA. Ça me permet de revenir à un truc. Toi, t'as fait un an, 6 mois à Berkeley. Ouais. Quand tu étais aux USA et même là maintenant, quel est ton rapport justement avec les États-Unis en te disant waouh, en fait, c'est pas ici que je devrais être, c'est plutôt là-bas que ça se passe, etc. Comment tu réagis ça? D'ailleurs, quand tu étais là-bas, ce que t'as vu, l'écosystème, tout ça, ça t'a, quel a été ton sentiment? Tu t'es pas dit ouais, je reste sur place. C'est trop là-bas que ça se passe. Non? Moi, je suis très attaché à Paris. D'accord. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font très très bien en France. Mais je pense qu'une entreprise française a tout intérêt à travailler avec des entreprises américaines. C'est-à-dire que d'un point de vue marché, c'est énorme ce qu'il y a là-bas. C'est possible qu'Algorithme prenne une dimension internationale le jour où on sera un peu plus reconnu au niveau de notre performance. Mhm. Donc en fait, potentiellement un rayonnement mondial avec des entreprises d'APAC, des entreprises États-Unis, etc. Bon, est-ce que j'ai envie d'aller faire ma vie à San Francisco, par exemple? Peut-être. Je sais pas. Tu verras. C'est tout est une question d'opportunité. Il faut quand même se rappeler d'un truc, hein, c'est la jungle les États-Unis par rapport à Paris. La vie coûte un bras, donc il faut avoir du cash comme pas possible. Ouais, ouais. Et en plus de ça, tu vois, typiquement, quand tu crées une entreprise à Berkeley, tu la crées pas en Californie. Tu fais pas comme tout le monde. Tu la crées au Delaware. Ouais, ouais. Et en fait, c'est des petits détails comme ça. Mais en gros, le tissu américain, si t'as pas accompagné et que tu connais pas où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il machin, c'est très difficile. Ouais. Ce qui est possible, en fait, dans le cycle de vie d'algorithme, et puis le temps le dira, c'est que en fait, on attire l'intérêt de quelqu'un une entreprise et qui a des ressources de decision making et d'automatisation qui sont importantes et qui déploie des modèles qui ont des besoins d'explicabilité et qui nous fasse une offre de rachat qui soit très intéressante. Mais avant ce moment, en fait, le but, ça va être de mettre la techno dans les mains de plus de personnes. Donc après, derrière, bosser avec des boîtes américaines, c'est une évidence pour nous. C'est comme ça qu'on commence le sujet. Mais le cœur de métier, c'est rien qu'en France, le marché est énorme.
Mais aller choper des marchés à l'international avec des entreprises qui nous envoient un jeu de données, on fait du traitement et on leur Mm, vend le livrable, mm. c'est un truc qui est extrêmement réplicable et qu'on peut faire avec absolument n'importe qui, quoi. Et y compris des Ouais, acteurs chinois. ouais. On avait un lead par Huawei à un moment avec un acteur chinois. Mais le problème, c'est que faut savoir un truc, si on fait du business avec les Américains, faut éviter de faire du business avec les Chinois parce qu'ils sont pas fans de ça. C'est clair. Et Et puis ça va après, être. le business avec les Chinois, c'est encore autre chose. C'est bon, faut faire très attention à sa propriété intellectuelle. Voilà. Il y a un truc que je me demande, Charles, c'est quand tu es comme tout, tu vois, j'essaie de me mettre dans ta peau, mais tu vas me répondre. Quand on est comme toi aussi impliqué dans sa propre IA avec des compétences très fortes sur la gestion informatique la construction de modèles d'IA, est-ce que tu trouves le temps et est-ce que tu as envie de regarder ce qui se passe? C'est-à-dire, tu regardes les chat GPT, les Claude, les Anthropiques, les je sais pas quoi, les Mistral, etc. Est-ce que tu as le temps et tu regardes un peu ce qu'ils font ou t'en as rien à cirer, t'es dans ton tunnel et tu t'occupes de ton truc? Je peux pas te répondre la deuxième réponse. Ce serait un non-sens. En tant que chef d'entreprise, il faut que je fasse une veille technologique et que j'ai Mm, une conception à minima de tout ce qui se fait sur l'industrie. mm, mm. Euh, j'ai quand même une culture de ce que c'est qu'un transformer, de ce que c'est qu'un réseau de neurones, de ce que c'est qu'un GPT en général. Je vois les stakes qui sont en jeu, typiquement les hallucinations. Je sais de parler de quoi c'est en fait. Hein. Mhm. Le sujet en fait, globalement, c'est d'arriver à euh, comprendre un pain structurel du marché de l'IA qui est là pour durer encore 2 3 ans. Et un truc que je me suis toujours dit quand je me suis lancé dans la recherche et que je trouve de plus en plus vrai, c'est que l'écueil de la société de scientifique en 2025, c'est le même dans toutes les années 2020, hein, mais c'est la complexification d'un système. C'est-à-dire personne ne revient à la base, repose les fondements de quelque chose, tout le monde fait de l'itératif. Voilà. Ouais. Hop. Mm, mm. Et le gros problème avec l'itératif, c'est qu'en fait, en complexifiant les systèmes, on les rend de plus en plus opaques. Opaque, ouais, c'est ça. Mm. Et ça, c'est un pain pour tous les décideurs du monde entier qui utilisent de l'IA, parce que ça marche, mais ça fait des erreurs aussi, et il faut savoir les expliquer. Et du coup, Ouais. ça introduit sur le marché, en gros, des mecs qui savent pas du tout comment leur truc fonctionne, Et tu et, sais plus et, et, comment ça marche le les bousin, mecs quoi. qui ont leur super marteau de dialectique, hein, qui est un outil qui va bien parler à n'importe qui, à qui ils vont faire regarder des tonnes et des tonnes de réflexions d'ordinateur, et ils vont lui dire, ah bah tiens, vas-y, on va faire un Claude qui va expliquer un Claude. Et quand on est candide, on se dit, oh super, bah maintenant j'ai une explication de Claude par Claude. Et Euh, quand on est un peu plus lucide, on voit qu'en fait, il y a un LLM qui a baragouiné pour essayer d'expliquer comment un autre LLM fonctionnait. Et c'est le paradoxe de notre époque. C'est-à-dire qu'on sait tout, mais on sait pas expliquer. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est possible que on perde un petit peu en valeur prédictive. Mais par contre, le résultat en lui-même, c'est des stats qui sont explicables par A plus B. C'est un mhm. processus qui est déterministe et qui va faire remonter des lookalikes et à la fin qui va scorer par rapport à ça. Et donc, en fait, en prenant le contre-pied de l'industrie à ce niveau-là, tout l'enjeu, c'est de bien comprendre à qui on s'adresse et comment est-ce qu'on peut résoudre des problèmes concrets pour des Mm. décideurs qui implémentent de l'IA en entreprise. Ouais, ouais. Ouais, je vois bien. Bah après, c'est vrai que toi, tu vois, je me dis Paul, par exemple, qui était plus sur un segment marketing, lui, à la limite, il est peut-être plus utilisateur d'outils de type ChatGPT, Claude, etc. Parce que dans son marketing, dans son accompagnement, etc. Il est un J'utilise beaucoup utilisateur ChatGPT, c'est génial. plus général, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. J'utilise beaucoup ChatGPT. Le sujet est pas là. C'est génial, ces IA. C'est Mm. plus, en gros, pour te la faire simple, imagine que tu es en santé et que tu dois prioriser des patients pour une chimiothérapie, par exemple, et que tu fais passer ça dans un Tu vas Claude pas ou... demander à ChatGPT ça. Alors tu rigoles, en Chine ou aux Ah bon? États-Unis, il y a des applications. Aux États-Unis, il y a un truc qui est marrant, c'est l'auto légal. Tu mets Ah des ouais. peines de prison à des gens automatiques avec une IA. Ah, Donc d'accord. en fait, faut être, Waouh. faut prendre les choses avec de la distance. Tout n'est pas Ouais, comme ça. Mais en fait, on va automatiser beaucoup un de décisions maximum. administratives. Mm, Et mm. après, derrière, c'est une chose par exemple, pour prendre le sujet du légal. Si jamais euh, tu veux faire passer un auto légal avec un GPT, tu risques d'avoir du déchet hyper problématique parce que le Ouais. truc va faire des hallucinations. Et c'est un bon sujet parce que c'est un sujet qui change la vie de quelqu'un.
Tu vois, s'il y a un Ah problème. bah clairement. Et sur de l'auto légal, nous, ce qu'on va te dire, c'est, bah, nous, ça nous fait penser à tel case où t'as dit ça et tel case où t'as pas dit ça, et on va l'agréger dans un pourcentage de confiance. Ouais. Ce qui fait que c'est beaucoup moins Ouais. magique et beaucoup plus. Il y a moins de dérives, quoi. Il y a moins de Ah ouais, dérives possibles. Ouais, ah ouais, ouais, il y c'est a le moins de... principe. C'est le principe. Après, derrière, on est quand même en Europe. En France, on devrait pas voir apparaître trop de trucs comme ça. Mais tous les process de boîtes qui sont un peu mécaniques vont être automatisés. Par contre, les décisions à haut enjeu, il y aura toujours le régulateur qui va venir emmerder tout le monde. Et c'est tout l'enjeu. Hein, c'est tout l'enjeu. C'est Quand on clair. discute dans les pôles de compétitivité, ce qui ressort, c'est une frustration des industriels qui produisent des modèles de machine learning parce qu'ils sont pas auditables, versus une frustration des professionnels qui veulent pas se retrouver avec Skynet qui fait n'importe quoi, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Donc c'est l'enjeu. On doit, quand on a un investisseur, ou des investisseurs, toi, vous en avez plusieurs, commence quelque chose qui est pas toujours agréable ou facile à gérer, c'est le rendre compte. C'est rendre des comptes, c'est les KPI. Désormais, même si tu restes majoritaire, peut-être, sûrement même, eh bien, désormais, tu as ce qu'on appelle un agenda, c'est-à-dire, tu vois, avec, ok, voilà le plan, le business model, etc. Cette partie-là, c'est quelque chose qui te turlupine, dont t'en occupes parce qu'il faut s'en occuper, mais comment tu ressens ce relationnel aux investisseurs que tu as maintenant désormais? Bah, en fait, c'est l'intérêt de la situation de cycle de vie de la boîte qu'on a. C'est qu'on a une tech qui est presque mature pour une série A, euh, Mhm. et on a une structure de boîte qui est assez naissante, mais qui est backée par The Quest. Donc avec 100 000 euros de financement et des objectifs simples qui vont être de se diriger vers une série A à un moment, un des KPI les plus importants qu'on peut regarder, c'est la performance de nos métriques par rapport aux métriques du marché. Est-ce qu'on apporte Ouais. quelque chose? Mhm. Donc moi, j'ai des impératifs de recherche, si tu veux. Ouais. Après, derrière, pour ce qui est des impératifs business, de closer des clients, etc., en fait, on conçoit la stratégie ensemble. Donc, on n'est D'accord. pas dans une dialectique, ah, tu nous as dit que tu ferais ça et tu dois faire ça. Ah ouais, Non. d'accord. Mais par contre, c'est, ah, tu nous as dit qu'il fallait que tu améliores le rock d'un gradient boosting ou du random forest, là, il faut le faire. Et du coup, là, bah, faut mettre faut charbonner, quoi. Ah ouais, ouais, tout à fait. Le sujet aujourd'hui, en termes d'impératifs investisseurs, c'est juste d'être en cohérence avec la volonté de tout le monde pour faire en sorte qu'on avance en un bloc. Euh, Mhm, mhm. on est encore protégé par ce statut de précide qu'on a réalisé. Euh, D'accord. donc voilà, demain, euh, imaginons que l'application sur Snowflake soit un succès, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent l'utiliser. L'impératif, ça va être la stratégie de pricing et le développement de nouveaux modèles pour continuer d'alimenter bah, la Bien sûr. marketplace. Et Ouais. c'est un problème pour demain. Là, pour le moment, on essaye des choses. On s'avance, on prend des jeux de données, on essaye de repousser les Tedlar. Et petit à petit, bah, on a des milestones et c'est assez chouette. D'accord. Ok. Ouais, ouais, bah, c'est sûr que en fait plus tu vas monter dans les investissements et plus cette partie-là va devenir un peu plus hard quoi à gérer hein. Oui, bien sûr. Bah, c'est le principe, hein. C'est le principe hein. Mais comment dire, c'est pas un truc qui me fait tant que ça peur. En fait, c'est juste, ça va Non, changer mon quotidien. Il y a un moment où je vais bien sûr. arrêter de mettre autant les mains dans le cambouis. Il y aura une équipe de R&D pour aller pousser la techno et moi, je serai chef d'entreprise et j'irai parler de la boîte et Oui. etc. Ouais. Mais encore une fois, ce sera une épreuve, mais ce n'est pas une épreuve qu'on va affronter à deux avec Paul. On sera 10-15 dans la boîte à ce moment-là, donc c'est logique. Souvent, de Charles, on dit à des entrepreneurs qui se lancent, notamment dans des startups, de penser au début à la sortie, à la fin. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez revendre? Vous voulez, c'est quoi l'objectif, quoi? Entrer en bourse, etc., etc. Est-ce que vous avez fait cet exercice-là déjà ou pas? De vous dire, tiens, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce Un petit peu, on ouais. veut se faire racheter? Non, on veut continuer le plus longtemps possible? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? En fait, on veut déjà que s'il y a une certitude entre la volonté de Paul et ma volonté, c'est distribuer la technologie pour faire en sorte que les gens puissent avoir les mains dessus et se rendre compte de ce qui est. Du potentiel et Ouais, de comment. ouais, Ouais, et puis qu'elle soit utilisée, qu'elle soit passée en production. bien sûr, bien sûr. Après, derrière, la vision et le marché auquel on s'attaque est énorme. Ah oui? Et quand on s'attaque à un marché qui est énorme, il y a deux possibilités. Soit on se fait racheter quand on a une bonne croissance et on Ouais. se fait racheter pour très cher. Mmh. Ça peut être chouette, mais il faut voir si on a envie de sortir aussitôt.
soit on go for it et on devient un standard. Mais ça prend plus de temps et beaucoup de tours de table et à la fin, il reste plus beaucoup de l'entreprise et on est bon, voilà. Ouais, Nous, tu seras obligatoirement dilué. ah ouais, ouais, mais de toute Euh, façon, le mécanisme de c'est le jeu sélection, aussi, quoi. il est sain. Dans le processus de décision et de conception de la stratégie de la boîte, bien sûr que j'ai mon mot à dire, mais ça devrait pas être que mes idées. C'est un consortium. C'est-à-dire que quand on pose une question à l'algorithme, on répond un peu tous ensemble. Mm. Moi, j'ai mes idées que je défends, mais on conçoit la stratégie ensemble. Donc après, au niveau de la volonté, bah, c'est juste faire un gros levier par rapport à cette valorisation à 1,5 million et faire un exit, je sais pas, d'ici 5 6 ans, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est. Bah, tu verras. De toute façon, franchement, le marché et le secteur de l'IA, c'est. On parle souvent de l'entrepreneuriat comme un jeu de roller coaster, de montagne russe. Mais là, l'IA, c'est en mode exponentiel. C'est montagne russe, mais c'est plus. Il y a un effet d'accélération qui est encore pire parce que les effets de mutation, de mouvement et de destruction, création de pans entiers du marché, ils sont gigantesques. Là, on n'a pas commencé à attaquer dans le dur, hein, parce que plus on avance, et tu vois bien, il y a des annonces quasiment tous les jours. Tous les jours, il y a des annonces. Hier soir, c'était la conf Google I.O. Laisse tomber. Il y a eu une pluie d'annonces, toutes plus folles les unes que les autres. Donc, ce truc-là, en fait, déjà, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, mais sur le secteur de l'IA, franchement, waouh, il faut être bien accroché parce que il y a énormément de mutations, de transformations très profondes avec beaucoup de destruction de valeur qui vont s'accélérer et qui vont continuer à avoir beaucoup d'impact, hein. Ouais, complètement. Ouais, Donc, faut trouver une ligne éditoriale. Moi, je dirais que s'il y a vraiment un truc qui nous met différent de la compétiteur, c'est qu'en fait, on se compare à des algos probabilistes, donc qui vont pas avoir deux fois le même outcome et qui sont en boîte noire. Et nous, on arrive et on dit, bah, c'est mon associé qui a fait ce chart. Tu fais un graphe de performance auditabilité. Tu as des outils qui sont très performants et peu auditables et très auditables et peu performants. Et d'accord. en fait, du coup, tu as la matrice qui est classique, bah, tu as Ouais. le top right comme ça. Et nous, ce qu'on dit, c'est ce marché-là, des outils qui Ouais. sont à la fois performants et complètement explicables, bah, en fait, on peut le faire. Ouais. Donc ça part d'une invention mathématique que j'ai sortie en janvier 2024. Ça fait 1 an et demi que je la pousse. Moi, je me fais Mm. pas de soucis. À un moment, ça va Mm, mm, trouver mm. son audience. C'est juste faut trouver le bon moyen de canal, le bon canal de distribution et capturer de la valeur tout en créant de la valeur. Voilà. Ce que je trouve intéressant, Charles, dans l'approche que tu as avec tes travaux de recherche, c'est que tu cherches à aller quand même à contre-courant de ce que on sent qu'on maîtrise de moins en moins avec les IA où on sait pas ce qui se passe, quoi. Et toi, tu dis, attendez, l'IA c'est super, mais quand même, moi, j'essaye de finalement d'être le plus certifié possible, le plus avoir le plus de certitude dans un monde d'incertitude totale, quoi. En fait, le sujet, il est assez simple. Euh, Tu prends une IA qui a un impact sur une vie humaine et tu sais que dans ton IA, il y a du hasard qui va faire que il y a certaines décisions qui peuvent être vraies ou faux Ouais, et ça a un impact sur une vie humaine ouais, c'est chaud. et ça s'appelle une roulette russe. C'est Complètement très con. chaud. Et ce pain-là, nous, on le résout. En fait, on dit, voilà ce que l'IA va faire, regarde ton code source, comme ça tu sais exactement à quoi t'attendre quand tu passes en production. Donc Ouais. rien qu'à ce niveau-là, on soulage énormément le problème du marché. Là où on crée le plus de valeur, c'est quand on accepte qu'il y ait des algos qui soient probabilistes, qui soient pas mauvais pour faire le tri dans les valeurs moyennes. Mais Mhm, nous, s'il faut isoler des top performers et des worst performers pour en fait enlever les worst performers et garder les top performers, mhm, on aura des petits cas statistiques qui seront des quick wins et qui seront des wins qui seront explicables et qui seront beaucoup plus facilement passés en production. Donc il y a créer un signal et avoir la meilleure métrique sur tout le signal, et il y a créer un signal faible. Et algorithme, vraiment la commercialisation de ce qu'on fait, c'est un signal faible. C'est-à-dire, ça va pas s'activer tout le temps, mais quand ça dit un truc de manière certaine, ça apporte une valeur de vérité. Ce qui est le contraire d'une industrie qui s'est construite sur le relativisme, et sur c'est ça. tout et son contraire, et jusqu'à ce que Sur, ça marche. sur Mais des c'est probabilités où on sait les pas deux trop, quoi. sont utiles. Les deux sont utiles. Ouais, ouais, Mais quand on surperforme le marché, c'est vraiment chouette. Moi, je suis content. ouais, bien sûr.
Bon bah écoute, j'ai hâte de vous voir progresser, évoluer. Alors tu sais, je le dis en général à la fin, mais je peux te le dire maintenant. Toute personne qui est invitée une fois chez Je ne perds jamais obtient un pass à vie pour revenir. Donc ce qui est génial, c'est que maintenant à chaque fois que tu auras des actus ou des updates à nous faire, et ben écoute, avec grand plaisir, on te recevra sur le podcast pour voilà pour que tu nous accompagnes et tu nous fasses découvrir ton univers que je trouve fascinant. Moi qui suis pas, tu vois, tech, moi je suis pas je suis pas du tout un informaticien et je fais pas de la tech appliquée. Mais ce que je trouve intéressant dans ton approche, Charles, c'est qu'on sent quand même qu'il y a beaucoup évidemment de R&D, hein, enfin de la recherche, mais de manière très appliquée. C'est-à-dire que toi, tu accouches vraiment de choses qui sont opérationnelles terrain, et donc c'est pas de la recherche fondamentale, tu vois, qui est obscure pour la plupart d'entre nous. Tu vois, Ouais, c'est tout le donc ça, contraire. C'est des maths app. Les maths ouais. appliquées, il y a que ça de vrai. Ouais, donc ça, je trouve ça chouette. Et puis, bon, bah, t'es vraiment dans ton truc. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que une personne aussi passionnée que toi travaille sur quelque chose qui va probablement bouleverser et changer nos vies futures. Et tu le fais avec une vraie envie, une vraie passion. Et ça apporte beaucoup de valeur. Parce que quand tu fais des choses pour, tu vois, parce qu'il faut, bah là, c'est, tu vois, c'est moins c'est moins intéressant pour notre humanité là. Donc là ouais, je trouve ça chouette. Donc écoute, bravo, je trouve ça intéressant ton association avec Paul sur des métiers pour lui plus marketing. Finalement sa tasse de thé à lui c'était plus le marketing. Est-ce que t'avais ton père il est pas devenu actionnaire, non? L'argent qu'il t'a Non, prêté tout ça tu l'as ouais, c'est ça. Mon père est pas acteur. tu l'as remboursé depuis ou quoi? Non, non, mais c'est un truc en moins. Ça se fait pas mal quand on a un peu de sous dans la famille de Ouais, prêter un c'est peu vrai. pour l'achat du premier appart. C'est ça, Et du tu coup, peux bah, c'est le parfaitement cas que dire j'aurais pas sur l'achat de mon premier appart. Donc, exactement. C'est tu l'enlèves. J'ai mon associé qui a beaucoup fait ça, qui a fonctionné comme ça en disant bon bah voilà, bah sur ce qui t'était prévu, et ben il y en aura moins. bon, C'est c'est une pas grave. avance, c'est une avance quoi. On s'en remet. Yes. Bon, Charles, moi, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on bascule vers un petit peu les questions de la fin, comme je les appelle. Ça serait parmi tes journées très occupées, on parlait de routine tout à l'heure, est-ce que tu trouves le temps de lire, je sais pas moi, d'aller au cinéma, est-ce que tu pourrais comme ça nous donner un truc qui pour toi est le livre que tu as préféré ou que tu adores, ou une série télé, ou un film, ou comment tu continues d'apprendre toi de ton côté? Bah après, ça dépend. Si jamais continuer d'apprendre, ça c'est en continu. Il y a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Si jamais on a envie de comprendre, par exemple, ce que c'est qu'un réseau de neurones, Ah euh, ouais? Hmm. ça s'appelle Three Blue, One Brown. D'accord. C'est une pupille dessinée avec des maths. Et Ouais. en gros, Je vais mettre ça dans les notes de l'épisode, la chaîne en question. bah, Ouais. Three Blue, One Brown, c'est le meilleur vulgarisateur de maths sur le marché. C'est un D'accord. Américain Wow. qui fait ça et il est hyper chouette. En fait, c'est un mec, il se met pas devant sa caméra, juste il va faire s'animer des maths. Et moi, ça m'a donné des intuitions mathématiques qui me servent D'accord. encore aujourd'hui dans mon travail. Donc ça, Wow. c'est le premier point de départ. Après, derrière, s'il faut se détendre, moi, je suis plus team verre en terrasse. C'est sympa ça. Ouais, 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 c'est bien. J'aime bien, tu peux me trouver dans le centre de Paris assez régulièrement en train de prendre un verre en terrasse, soit avec ma copine ou des potes. C'est un peu Et comme écoute, ça. ça c'est très bien parce que tu dois quand même passer un paquet d'heures devant les ordis. Euh, Ouais, ouais, non, faut savoir déconnecter, hein, parce que sinon on devient fou. si tu veux, tu pètes un câble quoi. Vraiment, vraiment. Donc ça c'est cool de pouvoir encore et voilà avoir des temps d'humanité, c'est hyper important. Et bravo. Et de toute façon vous voyez avec Paul et tout ça, voilà. Donc c'est chouette aussi parce que on s'en rend pas toujours compte, mais l'entrepreneuriat t'isole beaucoup aussi, hein. Tu vois, tu peux vite te retrouver à pas côtoyer beaucoup de monde, à être sur ton truc, jamais lever le museau
dos de l'ordi, et donc ça, faut faire gaffe parce que il faut durer longtemps dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est un marathon, c'est pas un sprint, ça c'est clair. C'est ouais, ce que je dis souvent, c'est en fait c'est l'entrepreneuriat, c'est tu fais un marathon à la vitesse du 100 mètres. Donc tu cours le 100 mètres mais sur 42 kilomètres. Et là déjà c'est pas la même rigolade quoi. Charles, ce que je te propose, c'est de nous, si je devais te demander quelle était un peu ta mission de vie, ton étoile du Nord, voilà, qu'est-ce que tu as au fond des tripes, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Alors si d'ailleurs tu effaçais de l'équation, on peut parler d'équation parce que tu es fort en maths, si on enlevait de l'équation l'argent, qui malheureusement dans nos sociétés modernes et capitalistes est quand même quelque chose qui matérialise la capacité à faire, donc considérant qu'on a un argent illimité, qu'est-ce que toi tu ferais? Ça m'intéresse d'avoir un peu comme ça ton petit jardin secret. Ouais, ça, c'est un truc que j'ai dit à quelqu'un quand je suis sorti de la phase de levée de fonds, qui me posait la question de savoir ce que m'a apporté la levée de fonds. Et en fait, fondamentalement, avant de faire de l'entrepreneuriat, je faisais des maths tout le temps. Et Ouais. c'était mon kiff. Et mon rêve, c'était d'arriver à trouver quelque chose. Maintenant que j'ai trouvé un résultat, donc, je sais pas comment il s'appelle, le théorème d'Anna ou ce que tu veux, mais maintenant que je sais que n'importe quelle indicatrice, c'est un problème SAT en temps quadratique, Ouais. je connais la valeur de cette maths, et enfin de ces maths, et je vais essayer de pousser le concept, c'est-à-dire de l'utiliser dans plein Au d'industries. maximum quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et je le fais avec algorithme, et c'est mon métier, et c'est tant mieux. Mais si j'avais beaucoup Ah, trop d'argent, je ferais la même chose. c'est ça. Ouais. Mon cœur de sujet, c'est de prendre un objet mathématique qui a été jugé pendant longtemps comme insoluble et inutilisable, et de Mhm. montrer qu'en fait, il est partout au quotidien. Une indicatrice, c'est rien de plus qu'une fonction qui dit c'est vrai ou c'est faux. Ouais, Donc, ouais, tu ouais. veux savoir si le feu il est vert ou il est rouge, bah, c'est un problème SAT. Et ça, pour les gens, bah, il y a tout un travail de vulgarisation à faire. Et pour les machines, il y a tout un travail d'apprentissage à faire. Donc là, on découvre des verticales. Mais demain, C'est ça, c'est peut-être, enfin, c'est peut-être le truc qui sera l'état de l'art sur tout un segment de l'IA moderne. Donc après, derrière, faut faire de l'exploration de marché et tout. Mais ouais, si j'avais beaucoup d'argent, encore plus que ce que j'ai aujourd'hui, je ferais la même chose, hein. Moi, je m'éclate dans mon métier. Et c'est ça qui est génial, franchement, Charles, et ça se voit et on l'a senti dans ton interview. Et moi, je me dis même que c'est un atout pour trouver quelque chose, parce que quand tu fais ça avec des considérations qui sont justement pas du tout matérialistes ou avec des objectifs, tu vois, qui peuvent être un petit peu biaisés, bah là, comme toi, en fait, tu travailles pas un seul jour de ta vie, quoi. C'est ce qu'on dit, tu sais, quand tu fais quelque chose par passion, bah c'est pas du travail, quoi. T'es Ouais, là mais en train de. t'as quand même des milliers d'heures de R&D et Ah de. bah. Mais par contre, ce qui est génial, c'est quand je fais le bilan de mes 5 ans de recherche avant de lancer Algorithme, c'est beaucoup d'erreurs en fait, hein. Je ne perds jamais. C'est marrant d'être invité sur un podcast comme ça, parce que fondamentalement, ce que je faisais, c'est que je me posais dans ma chambre, je bossais pendant 3 heures, et le lendemain matin, je me réveillais, et je me disais, mais c'est de la merde ce que j'ai fait. Et il y a un moment où ça commence à avoir des performances. Et quand ça arrive, Ouais. bah là derrière, il faut réfléchir au pourquoi des choses, il faut comprendre en profondeur. Et en fait, c'est marrant, c'est comme quand tu fais un examen de maths, tu peux apprendre l'exercice et le restituer, ou tu Mhm. peux comprendre le théorème et résoudre l'exercice. Ouais, Et c'est pas c'est du ça tout la la même différence chose. entre Ouais, les deux. ouais, C'est soit tu ouais. apprends la réponse, soit tu comprends et tu réalises la réponse. Et moi, ce Mm. que j'invite à faire, s'il y a des jeunes qui kiffent, qui kifferaient faire ça, c'est à apprendre à se tromper, à se péter les dents sur des problèmes qui sont complexes et qui sont documentés. Et, Mhm. et ça, bah moi, c'est ce qui m'a donné le plus d'enseignements en fait. C'est vouloir essayer de faire des trucs impossibles comme un ouf, jusqu'au moment où j'avais des bribes de trucs. Et après, bah faut comprendre ce qu'on fait. Mais au global, c'est du trial and error en fait, hein. Par essence même, le succès arrive après l'échec. Tu peux Ouais. pas avoir un succès si tu t'es pas planté, t'as pas trompé et t'as pas recommencé quoi. Donc oui, d'ailleurs souvent on est beaucoup plus en capacité de réfléchir, d'analyser, d'observer des échecs pour essayer de comprendre des choses, alors qu'un succès, parfois tu sais pas comment il est arrivé quoi. C'est-à-dire que quand le succès il est entre guillemets instantané ou immédiat sans échec préalable, bah tu sais même on te dit ouais mais pourquoi et comment t'as fait pour réussir?
En fait, t'en sais rien du tout. T'en sais rien pourquoi t'as réussi, quoi. Si t'as pas eu, tu vois ce que je veux dire, s'il n'y a pas eu d'échec avant, ben, c'est une rencontre, c'est une conjonction de facteurs, c'est un contexte, c'est un environnement, bon, bah, ça a marché. Pourquoi ça a marché? Alors après, t'as des personnes qui partent dans des conjonctures, oui, c'est parce que si, c'est parce que ça. Fondamentalement, t'en sais rien du tout, en fait. Tu sais pas pourquoi ça a marché, quoi. Bah, moi, ce que j'aime bien dire, c'est comme un cours de bourse. Si le truc qui fait un pic à plus 20% et qui se pète la gueule de 15% après, en fait, fondamentalement, sa valeur, ça va être l'air sous la courbe. Et l'air sous la courbe se mesure en prise de position et en maintenant une avance. Hum, C'est-à-dire que hum, si hum. t'as un spike comme ça, ton air sous la courbe, elle est pourritos. Et bah, c'est un peu comme ça que j'essaye d'appréhender le boulot en général. C'est-à-dire que je vais essayer d'éviter les coups d'éclat d'un coup, et je vais Hum. essayer d'être dans un processus itératif où je vais améliorer à chaque fois et me concentrer sur. J'aime bien me concentrer sur le produit. C'est quand même un truc qui est intéressant, mais Hum. j'ai vocation à m'en détacher le plus possible. En Oui. fait, un jour, va y avoir une équipe de PhD qui ont étudié ça à l'école, qui vont se poser sur ce que j'ai fait et qui vont l'améliorer. Mais pour le Hum, hum. moment, ce qui est assez agréable, c'est que je suis maître de ma science. Et ça, C'est c'est ça. vraiment très chouette. Quand on arrive à ce niveau de compétence, c'est un Ouais. kiff absolu. Parce que derrière, bah, en gros, quand on maîtrise de fond en comble tout ce qu'on utilise, bah, on a des outils et on s'aide d'un ordinateur et on fait des Bien choses. sûr. Bah, en plus, moi, ce que je vois dans ton profil là, et en t'observant et en parlant avec toi, ce que je me dis, c'est que tu ressembles, pour moi, hein, avec du long de ma longue expérience, parce que je suis un vieux entrepreneur, tu ressembles un petit peu à ce que je suis dans un autre registre, c'est que moi, je me suis toujours considéré comme un entrepreneur du 0 à 1, qui est attiré par le produit, mais être un CEO d'une boîte de 10 000 personnes, je veux pas faire ça. Moi, je veux pas gérer des gens, je veux pas faire de la RH, je veux pas bidule. Moi, ce que je veux, c'est être à la création, à être, tu vois. Et toi, je te sens un peu comme ça aussi. Je suis pas sûr que tu vas prendre ton kiff à gérer une boîte de 100 personnes ou 200 personnes, quoi. En fait, ça va dépendre de la gueule de la boîte. Si t'as sur les 200 effectifs, t'as 180 sales et que c'est un Bah, truc business, ouais, là, j'aurais fait mon exit. Mais c'est par pas ton contre, kiff, quoi. Ah ouais, si t'as une boîte avec un labo de recherche, Par parce contre, qu'on a un voilà, labo de recherche en MATAP la partie et recherche, ouais. qu'il y a une armée de Mm. PhD sur tous les sujets de Ouais, R&D possibles avec ouais. l'utilisation de ma science, Ça, ouais. là, je Là, vais m'éclater. Là, je vais ouais, ouais. m'éclater parce que tu vois, moi, j'ai des intuitions. En face, t'as des mecs qui vont pousser le truc jusqu'au bout. Je fais le 0 à Exact. 1 des maths, moi. Et le 1 à 100, c'est un mec qui fait de la recherche qui s'en Ouais, occupe. ouais, c'est clair. Et, Ouais. et en fait, c'est pour ça que je peux pas être d'accord quand tu me dis tu voudrais pas piloter une boîte de 10 000 personnes. Si un jour Algorithme fait 10 000 personnes et que c'est un labo de recherche en mathématiques appliquées sur de l'IA, c'est-à-dire ce qu'on est aujourd'hui, mais avec une Mm. augmentation des effectifs de 5 000, fondamentalement, j'ai trop envie d'être le CEO de cette boîte. Tu vois, je suis prêt. C'est bon, voilà. Écoute, Parce c'est que tout ce qu'on te souhaite, c'est tout le malheur ouais, qu'on te souhaite. ouais, c'est clair. Bah écoute, on verra. Hein. Ouais, non mais bah après tu vois il y a des gens comme Sergey Brin et Larry Page, tu vois, de Google, qui étaient des purs voilà, des purs génies mathématiques, scientifiques, etc. Et en gros à un moment donné, bah quand la boîte elle a grossi, effectivement le problème c'est que quand t'es CEO t'es censé être au pilotage et aux commandes de la stratégie, des RH, tu passes ta vie en codir, en comex, et donc c'est cette partie là qui est pas intéressante. Toi, comme tu dis, t'es vraiment dans tes éléments sur tous les travaux de recherche, toute la partie scientifique, et donc piloter tes propres chercheurs et le labo, bah ça c'est un kiff total, c'est sûr. C'est évident, hein. Donc moi, écoute, j'ai hâte de te voir progresser, de te voir évoluer avec Paul, et on va suivre Algorithme. Et puis, écoute, on espère que tu auras comme ça plein de choses à nous raconter dans les prochains mois. Hein. Ça va avancer tout ça très vite. Bah, avant de se quitter, je te propose, Charles, peut-être de nous suggérer ou de nous proposer peut-être un autre invité, le futur invité qu'on pourrait recevoir sur ce podcast. Est-ce que tu aurais Moi, comme ça un contact en tête ou ouais, bah, quelqu'un? tu peux essayer Maxime Blondel, qui est vachement Ah intéressant. bah, oui. En fait, Maxime, c'est marrant parce que c'est un mec qui va comprendre mon business, mais qui sait pas du tout ce que je fais d'un point de vue scientifique, mais qui est capable de voir où est-ce que je peux avoir de la valeur marchande dessus. C'est un des associés qui pilote un peu le projet du côté The The Quest et du Quest, côté ouais. entrepreneurial. Et il m'upskill énormément en vulgarisation et en compréhension de mes enjeux.
Donc après derrière, ouais, je t'invite à Allez, essayer. Maxime, je lui renvoie l'invitation puisque je lui ai déjà proposé de le recevoir. Donc, on va réussir à goupiller ça, ouais, avec grand plaisir. Ça sera top. Écoute, Charles, j'ai passé un super moment avec toi. Merci. On t'attend pour les prochaines, les grandes annonces avec grand plaisir. Bravo pour ce que tu fais. Bon courage avec Paul. Et puis, écoute, j'espère que tu as passé un bon moment. Voilà. Et puis on reparlera. Voilà, je te ferai passer les éventuels commentaires que j'aurai des auditeurs sur l'IA. Parce que c'est un vrai sujet dans lequel on peut partir en exploration pendant très longtemps et c'est passionnant même quand on n'a pas voilà ton niveau de compétences pures en informatique et en mathématiques, mais franchement ça donne envie. Moi je sais que tu vois tu m'as donné envie là de suivre ce que vous faites et d'approfondir le sujet. Donc merci Bon, c'est encore. super. Merci beaucoup. Hein, merci beaucoup, c'était vraiment super sympa. À bientôt sur les réseaux. C'était Charles Dana avec Paul qui n'était pas là, mais voilà, la prochaine fois peut-être on aura le plaisir de la voir. Et sur Algorithme, c'est algorithme.ai, c'est ça Oui, le ouais, hein ouais, c'est ça. D'accord. Et Algorithme, c'est écrit en français, hein, Ouais, ouais. c'est pas écrit Non, en anglais. Hein. c'est ça qui est marrant. C'est qu'on est dans une industrie qui est quand même assez anglophone. Et du coup, Exact. on sort le mot français. C'est quoi un Voilà. algorithme? Algorithme? Voilà. Yes, super. Merci Merci beaucoup. encore. À très bientôt, Charles. Ciao, ciao. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.